Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Stronger Things. Aujourd'hui, nous recevons Clément Hubert. Salut Clément, comment ça va? Salut Thibaut, ça va et toi? En forme? En forme, en forme. Je veux pas me chercher d'excuses, mais pré-open, un petit peu malade. Je comprends, je comprends. Bon, pour de vrai, je promis. Mais là, on cherche toujours la petite excuse. Aujourd'hui, on reçoit donc Clément que l'on voit beaucoup en ce moment, et c'est une très bonne chose. Je lui disais ça en off. Pour moi, c'est une bonne chose parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement intéressant, qui a un parcours très complet, qui est très présent dans notre sport qui est le CrossFit, qui est très présent dans l'Aerox, qui est très présent dans le running. Ton rôle et ton titre, si je ne dis pas de bêtises, c'est Senior Brand Manager à Puma Ouais, France. Et ouais, donc, c'est toi qui gères le branding pour Puma France dans le running et l'entraînement, qui comprend donc le CrossFit ouais, et l'Aerox. Est-ce que c'est bien ça? ouais, c'est ça. Tu as très bien résumé. Ok, super. Parce que tu sais, avec les titres, des fois, on sait pas Ouais, je exactement ce sais. que ça veut dire, mais j'ai vu que sur LinkedIn, Ouais, tu l'avais assez bien décrit. Donc, ouais, et puis en fait, on est plusieurs à faire le même job. Finalement, on est quatre brand managers chez Puma France. À chacun, en fait, son périmètre. Et effectivement, moi, c'est le ok. running et le training de manière générale. Et je pense que c'est important à préciser parce que du coup, on est plusieurs, on fait le même job, euh, mais pas sur le même sport, quoi. Alors d'ailleurs, quand tu dis training, qu'est-ce que ça Ouais. comprend le training chez Puma? Est-ce qu'il y a une définition de ce que ça Ouais, du englobe? coup, effectivement, au global, ils appellent ça training. En France, on appelle ça training fitness parce que je pense qu'en France, ça veut plus dire quelque chose le fitness que dans d'autres pays. Donc, après, en fait, chez nous, c'était tous les sports pour rester en forme. Et c'était un peu mon challenge en fait en arrivant chez Puma et en prenant un peu la strate de cette catégorie, on appelle ça des catégories en fait, chez les équipementiers, de ce sport, c'est de se dire ok ouais c'est quoi le training parce que finalement ça englobe tellement de disciplines. Tu peux parler en fait de je sais pas de l'haltéro, du crossfit, du bodybuilding, de la zumba, de la PPG, maintenant de l'Aerox, et il y en a plein comme ça. Et donc, du coup, au bout d'un moment, il a fallu. Enfin, c'est quoi? C'est du fitness un peu général, comme plein d'influenceuses peuvent le pratiquer. Enfin, et donc, il fallait un moment définir. Bon, là, on rentre déjà dans le vif du sujet, mais il fallait un moment définir et puis il fallait choisir. Tu peux pas tout faire, en fait. Si tu parles à tout le monde, en réalité, tu parles à personne. Et donc, il fallait vraiment choisir. Et moi, je trouve qu'en fait, c'était un peu traité à l'arrache, entre guillemets, de se dire bon, on ne sait pas trop quoi faire, mais on va essayer de faire des trucs par-ci par-là, on se poudre. Et en fait, quand on n'a pas de stratégie, ça ne marche pas. Et pour moi, en fait, chez Puma, l'objectif, c'était il faut faire l'entrée par la performance. Parce que tous les autres sports, en fait, quand on arrive sur le running, on rentre par la performance, le foot par la perf, NBA enfin basket, pardon, par la perf. Et donc, en fait, il n'y a pas de raison que le training fitness ne soit pas traité par la perf aussi et comme un sport. J'ai regardé un peu ce qu'on avait dans les produits. On avait déjà des chaussures de CrossFit. Bah vas-y, CrossFit, c'est de la perf. Après, il n'y a aucun crossfitter qui me dira l'inverse. CrossFit, c'est de la perf, c'est un sport. Donc, du coup, en fait, c'est mesurable. C'est assez facile alors après d'aller chercher des gens. Parce que, oui, pour le sponsoring, pour justement le sujet qui nous intéresse, parce qu'en fait, en fitness, de dire, ben, tu as des influenceuses fitness, comment tu mesures ça en fait? Tu peux pas mesurer la perf. Enfin, bon, si tu mesures d'après la profondeur de squat, il n'y a pas beaucoup de perf. Mais enfin, donc, du coup, comment tu fais ça? Alors que le CrossFit, un sport, et ben, du coup, il y a des compètes et ben, tu es classé et tu as ton ranking. Et ben, là, il va y avoir l'Open, justement, t'en parlais, et ben, tu as un ranking aussi. Et donc, finalement, comme ça, c'est super pour savoir et faire le tri, quoi. Et donc, on avait commencé vraiment à faire le push sur le CrossFit. Et donc, chez Puma, il y a donc, tu as dit, vous êtes quatre à faire le même travail. Toi, tu es sur le running et le fitness et l'entraînement. Quels sont les trois autres? Qu'est-ce qu'ils ont comme branche? Et du coup, foot, basket et le dernier, c'est sport style. Donc, plutôt lifestyle, un Ok, peu lié à donc lifestyle. Ok. ouais, ouais. Ok. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait tous le même job et finalement, tout ce qu'on veut, c'est faire travailler l'image de marque pour que, in fine, on puisse vendre plus de nos produits. Hein, je résume très simplement. Mais je pense qu'en fait, la valeur ajoutée de chacun, c'est notre approche en fait, et notre connaissance des sports. Parce qu'en fait, c'est que des domaines de passionnés. Autant le foot, c'est assez facile parce qu'on dit régulièrement qu'il y a, je sais pas, 65 millions de sélectionneurs en France pour l'équipe de France, donc tout le monde a son avis, il y a plein de gens qui regardent, etc. Bah, moi, pas. Et je pense que la valeur ajoutée que moi j'apporte, en tout cas en étant très humble, dans, euh, dans cette catégorie-là, bah, c'est que, en fait, à part le running
Et puis, CrossFit et Hyrox, je fais rien d'autre. Je fais aucun autre sport et je regarde rien d'autre parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que je vais regarder les marathons à la télé, je vais regarder les majors d'Hyrox sur YouTube et puis parfois je vais un peu m'éclater à des semi-finals en Europe sur le CrossFit à regarder et puis je vais regarder en live les CrossFit Games, etc. Et voilà, et c'est très bien. Et donc du coup, après, en fait, la diff, ça fait que comme je suis dedans, et je sais comment les gens qu'on cherche finalement à cibler, ils pensent, ou bien parce que justement j'échange avec eux, je leur parle, etc. Et finalement, c'est ça la diff que moi je peux apporter, quoi. Et je ne serais pas si bon, en fait, si tant est, je suis bon, enfin, on va partir de ce principe-là, en étant très humble, enfin, ouais. Je ne suis pas là pour dire que je suis le meilleur non plus, mais je ne serais pas aussi performant que je le suis actuellement pour le foot. Parce que du coup, je suis C'est pas pas le ton foot. milieu. Non, Bien c'est sûr. pas mon Ouais. Tu sais, j'ai écouté pas mal de podcasts où tu étais invité. On a déjà discuté tous les deux. Il y a quelque chose que la majorité du grand public ne voit pas ou ne sait pas. C'est à quel point tu es donc passionné par les sports dont tu es en charge, personnellement passionné, tu vois, et pas à cause de ton métier. C'est-à-dire que si demain tu ne travaillais plus pour Puma, tu serais toujours passionné par ces sports-là et par ces activités-là. Et à quel point, en fait, oui, tu as Puma qui est ton employeur, mais en fait, tu veux soutenir les gens avec qui tu travailles, tu veux soutenir la marque pour laquelle tu travailles. Et j'ai bien vu, et on s'est croisé quand Claudia s'est qualifiée pour les Games pour la première fois. Je t'ai croisé juste devant l'aréna et j'ai vu que tu étais un petit peu. Tu vois, on sentait qu'il y avait beaucoup d'émotions, on sentait que tu étais fier, on sentait que c'était aussi le résultat d'un certain travail et d'un certain pari en quelque sorte parfois, parce que vous avez commencé il y a longtemps avec Claudia et à l'époque, elle n'était pas qualifiée aux Games. Et donc, c'était un parcours que toi, tu avais imaginé et qu'elle a réussi à mettre en place avec tout le travail qu'elle a fait. Mais j'ai senti que tu étais vraiment fier. Et moi, c'est ce que j'aime honnêtement dans notre métier et les gens qui travaillent autour de nous, c'est qu'en fait, à quel point ils sont à fond, à quel point ils encouragent leurs athlètes et ils crient, et, tu vois, et ils vivent le truc comme des fans. Et c'est ça qui humanise à fond, je trouve, ton métier et ce que tu fais pour ce métier-là. Et je pense que c'est, d'après moi, une des raisons de pourquoi tu es bon dans ton métier. Ouais, et après, je pense que du coup, le sponsoring, il t'apporte quand même beaucoup de sens en fait dans ce que tu fais. Parce qu'après, je vais pas m'en plaindre, hein, je n'ai pas de problème pour dormir la nuit parce que en fait, je veux vendre plus de produits qui t'aident à faire du sport. Ça va. Il y a pire, je pense qu'il y a pire en termes de quête de sens. Donc, du coup, je suis parfaitement à l'aise avec ça. Mais par contre, tu franchis quand même un point supérieur si tu vas chercher des athlètes comme Claudia et tu leur dis, allez, vas-y, dans 3 ans, l'objectif, c'est Games. On va essayer de t'accompagner comme on peut. On va essayer de te donner suffisamment de rémunération pour que du coup tu travailles moins ou pas. Et puis avec l'aide d'autres sponsors, comme ça, on peut te pousser et puis te dire vas-y, go, on y va. Et après, tu as la personne qui arrive. Wow, génial, en termes de sens en fait, de ce que tu fais dans le quotidien et de là où tu as mis tes billes, franchement, je préfère dépenser de l'argent du coup dans le sponsoring et quand ça marche, c'est beaucoup plus valorisant que tu vas faire une campagne média. De dire hey, papa, maman, j'ai une pub dans l'équipe. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec toi sur ce point, tu sais. Aujourd'hui, j'aimerais juste faire une petite parenthèse sur ton travail. Pour ceux qui veulent voir son passé, vous allez sur LinkedIn, vous tapez Clément Hubert et vous avez tout son background et tout ce qu'il a fait. Vous allez voir toute l'expérience qu'il a pu accumuler chez de nombreuses sociétés avant d'arriver chez Puma à ce niveau-là. Aujourd'hui, à quoi ressemble ton quotidien dans ce que tu fais? C'est une dure question parce que je sais que tu fais beaucoup de choses, mais... Ouais. Du coup, en fait, pour donner le contexte, moi, je m'occupe de la stratégie en marketing sur les sports qu'on a cités. Après, chez Puma France, on va même un peu plus loin où j'ai la casquette en fait de capitaine de ces catégories-là. Et donc, du coup, je dois aussi pas mal être en relation avec les merch, les appros et les sales en fait pour être sûr d'avoir le bon produit au bon moment, au bon endroit quand la campagne marketing est dehors. Après, bref. Donc, surtout la stratégie marketing sur ces sports-là. Et ça va de la strat à comment est-ce qu'on l'exécute et comment on fait en sorte que finalement, tous les points de contact que tu as avec les consommateurs soient aligné avec ce que toi tu veux dire, ton message final, et que globalement, que tout soit cohérent. Que si tu vas dans un magasin Puma avec ta campagne de run,
que ce soit cohérent par rapport à l'image de marque que tu veux renvoyer, que ce soit cohérent par rapport aux valeurs que peut incarner Claudia, etc. etc. Donc, ça, c'est ce que je fais. C'est-à-dire qu'en fait, mon quotidien, on travaille un peu à 2 vitesses. Parce qu'on travaille dans le futur. Donc là, on prépare la saison au printemps-été 2026. Donc, c'est à peu près dans un an. On travaille déjà sur les stratégies marketing qu'on va faire à ce moment-là. Donc, dans mon quotidien, il y a une partie en fait stratège. OK, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la strat? Comment on va se positionner sur les sports-là en début 2026? Mais en même temps, on a déjà fait la strat pour la saison actuelle, printemps-été 2025. Donc là, maintenant, il faut l'exécuter. Donc, on avait dit que pour rayonner, il faut qu'on frappe fort un grand coup en running, un grand coup en training. Donc, du coup, on avait identifié avec André que le running, ce serait autour du marathon de Paris, que en training, ça peut être autour de l'Aerox Paris Grand Palais, parce que justement, ça va être important cette année pour Aerox, c'est parce que Grand Palais, c'est magnifique. Donc, du coup, en fait, OK, on avait dit que la strat, c'était ça, qu'on voulait se focuser sur cette cible de consommateurs, donc plutôt, on va aller plutôt chercher la performance. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on l'exécute? Et donc, du coup, là, je suis plus dans briefer des agences qui vont exécuter ça et prendre des décisions, en fait. Parce que finalement, ils te reviennent avec une proposition, tu dis, OK, ça va, ça va pas, ça va, ça va pas, tour numéro 2, etc., etc. Et comme ça, tu progresses, tu progresses, tu progresses. Et après, une fois que tout est validé, go, ils mettent en place. Et toi, derrière, tu vérifies que, moi, derrière, du coup, je vérifie que tout est bien en place et que ça fonctionne bien à court terme, tout en fait travaillant déjà sur la stratégie de l'année prochaine. Et après, je me nourris aussi en fait de ce qui se passe maintenant, hein, parce que ça ne veut pas dire que la stratégie elle est complètement ancrée. Tu fais quand même les grandes lignes, etc. Tu as une stratégie, mais elle peut changer d'ici là. Après, il ne faut pas trop se concentrer en fait sur des moyens, de dire ok, l'année prochaine on va tout investir dans TikTok parce que TikTok ça explose maintenant. Ça se trouve dans 6 mois c'est plus vrai en fait. Ou tu as un nouveau truc et j'aurais pas pu prévoir en fait que il y a 1 an et demi que Aerox exploserait comme ça. Donc du coup, en fait, je suis d'accord, j'aime bien le point que tu donnes et qui, je trouve, est plus délicat à mettre en place dans une structure comme la tienne, dans le sens où c'est une grosse machine ouais, avec beaucoup de rouages, beaucoup d'employés, beaucoup de tenants et d'aboutissants un peu partout, ce qui est beaucoup plus facile dans notre cas. On est 15, ils sont tous derrière moi. Quand quelque chose se passe, il suffit que je crie un peu fort dans le bureau, tout le monde a entendu, hein. Donc c'est assez facile et on peut pivoter et être plus rapide. J'imagine que c'est une difficulté, ça, parfois, dans un groupe comme le tien, d'être capable de réagir à une situation vite, de débloquer un budget pour quelque chose rapidement parce que tu as une opportunité. ouais, du coup, en fait, là, tu as plusieurs manières de fonctionner. Effectivement, on est certainement plus lent qu'une startup. Après, Pluma, on a beau être une entreprise globalisée, on a quand même la chance en fait d'avoir beaucoup de responsabilités dans les pays, beaucoup d'ownership en fait. C'est pas que ça englobe pas que la responsabilité, c'est aussi en fait de prendre les choses en main. Par exemple, quand au niveau global, il n'y avait pas de stratégie sur le training fitness de manière générale, oui, moi j'ai poussé pour le CrossFit, mais mon homologue au UK, il a fait pareil. Et donc du coup, on team up pour justement pousser ça et essayer que ça se répande un peu partout. Et ça s'est répandu en Amérique du Nord, etc., etc. Après, en fait, pour les budgets, débloquer les budgets, les opportunités, etc., en fait, j'essaie d'avoir une gestion quand même prudente, en fait, d'un point de vue budgétaire. Je me garde, en fait, toujours des réserves au cas où, pour opportunités, etc., parce qu'il faut pouvoir réagir et y aller. Après, en fait, si tu as des opportunités énormes qui vont coûter plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est plus compliqué. Si tu as des opportunités à, disons, moins de 50 000 euros, go, on y va. Et après, là où j'ai la chance, en fait, c'est que mon manager direct, en fait, le directeur marketing de Puma France, qui nous englobe, nous tous, les brand managers, plus encore 2-3 autres fonctions, il n'est pas dans le micromanagement, il nous laisse plus ou moins faire ce qu'on veut. Il nous donne la direction. Les gars, la strat marketing pour Puma France, c'est ça. Maintenant, comment est-ce que vous l'impliquez comment vous la découlez pour vous, vos sports. Mais n'oubliez pas que vous avez aussi une stratégie par sport au niveau international. Donc, essayez d'imbriquer tout ça et pour faire en fonction que ça marche. Et après, en fait, on se débrouille. D'un point de vue budgétaire, en fait, il ne va pas. Si moi je dis, OK, il nous faut 7 athlètes, il faut signer 7 athlètes. OK, ça coûte combien? Ça coûte tant et tant. Généralement, moi, j'ai pas de problème. Parce qu'en fait, je suis dans une marque généraliste, donc j'ai le désavantage de ne pas être spécialiste en fait en termes d'image.
Mais par contre, généraliste, ça veut dire que les mecs qui veulent signer des joueurs de foot, les montants ne sont pas du tout les mêmes. Quand je viens avec des athlètes sur mes sports, finalement, vas-y. Parce que du coup, proportionnellement, c'est beaucoup moins cher, tu vois. Petit budget. Du coup, en fait, au final, le risque est moins grand pour une entreprise comme la nôtre, Bien tu sûr. vois. Bien sûr, bien sûr. Et vous pouvez vous permettre une erreur qui va coûter moins de 100 000 euros, contrairement à signer un mec qui va coûter plusieurs millions. Et là, tu es obligé de réfléchir à 2 fois, être Complètement. sûr de toi. Donc ça c'est sûr. Du coup, dans ton travail, bien évidemment, il y a tout ce que tu as mentionné. Ensuite, il y a l'exécution de comment tu mets la vision et que ce soit les activations que tu vas mettre en place dans des magasins, lors de compétitions, juste avec des athlètes dans une box ou autre. Et bien évidemment, il y a le sponsoring. Et le sponsoring aujourd'hui, c'est, je pense, une des questions qui interroge le plus les personnes qui n'ont jamais eu à faire, soit pour eux-mêmes, soit pour des proches, ou qui n'ont jamais eu de responsabilité dans un travail qui leur demandait de sponsoriser des gens. Et ça a toujours été un milieu un petit peu mystique où tu vois des agents, et on a vu, vous savez, le film qui s'appelle 3-0, où tu avais les agents en milieu avec les joueurs de foot. Voilà. Ce genre de choses, ça a toujours été un petit mystère. Et j'aimerais un peu qu'on en discute tous les deux. La première question que j'ai, c'est aujourd'hui, quels sont les athlètes dont tu t'occupes et combien tu en as? Ok, là j'en ai pour Puma France. Ça ne veut pas dire, je compte pas les Français qui sont gérés directement par l'équipe internationale. Du coup, pour les athlètes Puma France que moi je gère directement, j'en ai 4. J'en ai un en run, un en crossfit et 2 en Irox. Donc là actuellement 4. Donc effectivement, depuis peu, et ce n'est pas peut-être un sujet intéressant pour tout à l'heure, depuis peu, on a malheureusement plus Claudia chez nous, chez Puma. D'accord. Ouais, son contrat s'est terminé récemment. Et donc, après, c'est peut-être un sujet on va garder pour plus tard. Donc, on n'a plus que, en CrossFit, on n'a plus que Lucas actuellement, Lucas Euzé, de Jonas. En Irox, j'en ai 2 et puis j'en ai un en run. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux citer leur nom sur les 2 Irox? Du coup, en run, on a un athlète et créateur de contenu qui s'appelle Mustapha Salmi, qui est bien connu en fait des runners. On a Lucas Euzé en CrossFit et en Irox, on a Alan Kao, qui est déjà passé dans ce podcast, et Geoffrey Voisin, qui est actuellement le meilleur Iroxer français du game. Voilà. Oui, c'est un peu le pionnier de l'Irox français. Ouais, c'est vraiment l'OG de l'Irox français, c'est clair. Ouais. C'est déjà bon, dans cette liste-là, pour nos auditeurs, vous avez eu Alan Kao sur ce podcast-là avec Willy. Alan qui est également un athlète GoWOD, un mec vraiment super. Si vous ne l'avez toujours pas suivi, allez le suivre sur les réseaux parce qu'il est en passe de faire une super année. Il fait déjà une super année, mais vraiment, il est en pleine progression et ça va être super de pouvoir le suivre dans un nouveau niveau qu'il est en train d'atteindre. Pour ta stratégie sur les athlètes, je sais que tu en as déjà parlé dans certains podcasts, mais tu as une stratégie où tu prends peu d'athlètes en nombre et tu te focuses énormément sur eux. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons de pourquoi tu n'aimes pas te disperser et pourquoi ces choix-là? Ouais, c'est assez facile. Mais d'abord, je voulais quand même te renvoyer la question. Chez GoWOD, vous avez quand même beaucoup d'athlètes. Tu as déjà compté? Oui. J'ai eu compté, oui. J'ai eu compté. Je crois que là, on est à 18. Ok, ouais, c'est pas... Actuellement, là aujourd'hui. Donc, plus d'athlètes que de staff. Il y a plus d'athlètes que d'employés. Et on est monté à beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Maintenant, il y a eu pas mal de personnes qui sont parties à la retraite. On est connu pour prendre un athlète au moment où on commence avec lui, on l'amène jusqu'à la retraite. Voilà. Il fait, avec nous, en tout cas, il fait un sponsor pendant toute sa carrière. C'est un peu la marque de fabrique. Et aujourd'hui, on vient d'arrêter avec Catherine Davisotir, puisqu'elle a annoncé sa retraite il n'y a pas longtemps. Donc, ça s'est fait comme ça. Voilà. Mais oui, il y a beaucoup plus d'athlètes, certes, mais je pense qu'il y a beaucoup moins de gestion d'athlètes aussi. Par rapport à toi, c'est ça que je veux dire. Tu vois, parce qu'ils ont pas besoin de produits. Ton produit, il est digitalisé.
C'est la première chose. Et deux, on a réussi à mettre une certaine scalabilité dans notre gestion. On pourra aussi en parler en off parce que j'ai un truc qui pourra t'intéresser. Mais en fait, si tu veux, le but, ça a toujours été de dire aux athlètes, vous êtes libres de communiquer sur nous comme vous le souhaitez. La condition numéro 1 pour les sponsoriser, c'est tu utilises l'app. Si tu n'utilises pas l'app, c'est pas grave, on travaillera avec quelqu'un qui, elle, l'utilise. Donc, du coup, ça facilite vachement le truc. Tout comme toi, les gens, ils croient en la marque pub. Et donc, ensuite, une fois qu'ils l'utilisent, c'est à peu près naturel de poster. S'ils ont besoin d'aide, parce que dans l'âme, ce ne sont pas des gens qui sont des bons créateurs de contenu, alors on va les aider en leur faisant des fiches de poste et en leur donnant toutes les semaines des idées de ce sur quoi ils pourraient communiquer et comment ils pourraient le communiquer. Si par contre, tu prends quelqu'un comme Willy, qui a un talent naturel de création de contenu, que ce soit sur YouTube ou en post Instagram, il sait faire, il sait comment parler, il sait comment vendre. Oui, il n'a jamais reçu une seule fiche de poste parce qu'il fait tellement du super travail qu'aucun problème. Et donc, c'est comme ça en fait qu'on a réussi à gérer. On a une personne, bien évidemment, qui s'occupe de ça chez nous. Mais oui, la stratégie était différente parce qu'on avait besoin, surtout quand on a lancé, de faire du bruit. C'est la première chose. Et il y a aussi une deuxième chose qui est à prendre en compte chez nous, c'est que le prix d'un sponsoring dépend de la catégorie du sponsor. Et ça, c'est quelque chose qui est… je vais prendre l'exemple, mais l'équipementier, c'est celui qui paye le plus. En termes de sponsoring, pour sponsoriser quelqu'un, c'est celui qui paye le plus. C'est aussi celui qui va être le plus visible parce que sur toutes les photos, il y a toujours un marque. Alors que nous, s'ils ne postent pas un truc sur GoWed, il n'y a pas GoWed. Donc, c'est la première chose. Et ensuite, je dirais que tu as équipementier. Ensuite, tu dois avoir tout ce qui est nutrition et ce genre de choses qui gravitent en dessous d'équipementier. Et ensuite, tu as le dernier niveau. Le dernier niveau étant, ça peut être désolé, je citais des marques, mais du fitted, des grips. Voilà, tout ce qui va être en fait des accessoires ou des produits ou des apps comme Strivey, voilà, tout ça va être en fait à une catégorie plus bas, ce qui veut dire qu'on va se permettre d'avoir l'image de l'athlète et la promotion de l'athlète pour un prix qui va être parfois 3 fois, 4 fois inférieur au prix d'un équipementier, ce qui fait qu'on peut se permettre plus également d'athlètes et de sponsors financièrement à cause de ça, ou grâce à ça. Ouais, je comprends. Ok, du coup, en fait, pour répondre à ta question initiale, et puis merci pour tout ça, c'est pourquoi j'en ai pas plus. Parce que je préfère avoir une relation en fait, privilégiée avec les athlètes, en fait, tu vois, d'échanger en direct, de se faire des WhatsApp régulièrement. Du coup, avec les 4, j'ai déjeuné avec l'un d'eux hier. Je viens d'avoir un WhatsApp d'un deuxième là à l'instant, et en fait, j'aime bien cette relation avec les athlètes. C'est sympa de faire des calls en fait. Tu vois, je sais pas, d'appeler Alan avant une course ou après, et puis du coup qu'on se débriefe tous les deux et tout. C'est un côté que j'apprécie, et puis en fait, je pense que ça humanise aussi beaucoup la relation qu'ils ont avec leur sponsor. Même si après, tu peux dire que le risque, c'est que peut-être que la relation elle est trop avec la personne et pas assez avec la marque. Ouais, c'est débattable. Parce que bon, après, toi, en tant que personne, tu es aussi censé représenter la marque et incorporer ses propres valeurs. Donc, ça va, et puis quand tu sélectionnes les gens, tu essaies avoir cette relation-là peut avoir, oui, je suis d'accord, un certain… parfois, ça peut être à défaut, parce que du coup, soit tu t'attaches et le jour où la décision de se séparer de cette athlète-là, elle est là, tu as créé une relation assez délicate. Mais pour autant, c'est aussi une des raisons de pourquoi les personnes vont rester avec toi. Il y a une question je pense, de loyauté qui se crée, tu vois, une amitié qui se crée, donc de loyauté qui se crée avec la marque, voilà. Donc je pense, moi c'est ma vision aussi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi je veux avoir le numéro de tous les athlètes et pas pour les saouler, je veux qu'ils aient mon numéro en fait et qu'ils m'envoient un texto n'importe quand et qu'ils puissent me dire j'ai besoin de ça, au fait j'ai fait ça, et la plupart du temps en fait ils m'envoient des vannes et des conneries, plus que des trucs sérieux, mais au moins je sais que il y a vraiment une super relation avec eux et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de marques qui fassent comme ça, tu sais. Non, je pense pas, mais après, écoute, chacun sa vision du sponsoring. Moi, je pense que celle-là, c'est la bonne, et que si tu en as une autre et que tu penses que toi-même c'est la bonne, ben, tant mieux pour toi, mais après, on ne sera pas d'accord, et puis je sais pas quelle est la meilleure stratégie, mais bon, écoute, moi j'ai la mienne, et puis j'aime bien comme ça. En fait, j'ai pas trop envie non plus de me poser des questions quand j'ai des super activations à faire, de qui prendre. Enfin, tu te rends compte, j'en ai 5 qui font du CrossFit. En fait, on veut faire une vidéo sur ce qui se passe aux semi-finals quand tu essaies de te qualifier.
Bah, du coup, on prend lequel des 5, quoi. Enfin, si tous les 5 sont au semi. Et, Welcome to et my après, life. ouais, et après, tu essayes de leur donner autant à chacun, tu vois. Donc finalement, tu perds, tu multiplies les, euh, les possibilités. Et je pense qu'au final, tu as aussi une variable temps, c'est que moi, j'ai pas plus de temps et que j'ai aussi envie de me focuser sur l'essentiel. Et donc, bah, si l'essentiel, c'est d'en avoir 4, et ben, il y en aura 4. Et si maintenant, je trouve qu'en fait, non, il en faudrait 6 parce qu'un tel, parce que je manque de femmes maintenant. J'ai 4 gars. Autant avant, quand je faisais pas de l'Aerox, j'en avais 3, j'avais 2 gars et Claude. Bon, là, je manque un peu de femmes. Après, c'est plus dur à trouver, étonnamment. Euh, et voilà, c'est vraiment pour la relation de proximité et aussi, en fait, quelque part, quand, tu sais, quand on négocie avec eux pour des contrats de sponsoring, on dit, OK, nous, on va t'apporter ça, on t'apporte un relationnel privilégié et on t'apporte, en fait, une mise en avant qu'on te garantit, en fait. Parce que du coup, on arrive à communiquer fort quand même chez Puma, on est une marque visible, etc. Et Et en vous fait, les mettez en avant, vous les faites ouais, grandir voilà. pour Et donner surtout, en de fait, l'exposition. quand tu vas chercher en fait dans des sports où c'est encore difficile d'en vivre, encore difficile, bon, où c'est pas toujours évident d'en vivre. Si on prend CrossFit et Mm. Aerox, ou même globalement tous les sports d'athlètes, hein, franchement, finalement, tous mes sports, parfois c'est difficile d'en vivre. Et peut-être qu'en fait, nous, Puma, on n'a pas les moyens ou l'envie de mettre en fait un budget suffisant pour que tu sois vraiment à l'aise. Euh, mais par contre, si on est le premier de tes sponsors et que en fait, nous, on te pousse en avant, finalement, tu vas être visible par un plus grand nombre de gens et potentiellement par d'autres sponsors qui vont alors être intéressés en disant bah, du coup, tu as ton sponsor de rang 2, tes accessoires, etc. etc. Et, j'aime croire qu'on contribue aussi à ça, en fait. Donc, ça, c'est d'une part. Et d'autre part, en fait, sur des domaines comme le CrossFit, on n'est pas une marque de spécialiste. Par contre, tu sais, tu as aussi le côté pour les athlètes de dire ben, Puma, c'est quand même une marque reconnue. Donc, c'est cool, en fait, enfin, ça légitime aussi un peu ma pratique, mon professionnalisme, etc. Et donc, du coup, ça peut m'aider à décrocher, en fait, d'autres sponsors potentiels ou avoir plus de crédibilité quand, justement, je vais les démarcher ou quand je vais démarcher ou quand, du coup, mon agent va les démarcher. Ouais, je suis d'accord. D'accord. Comment vous faites et tu fais est-ce que tu as une liste de critères qui sont déterminants pour savoir bah, qui est-ce que tu vas sponsoriser? Est-ce que tu bases, tu as une liste en disant 1, performance, 2, feeling avec l'athlète, 3, perception du public, tu vois, voilà. Ou est-ce que c'est par rapport à ce que toi tu connais du marché, puisque tu es dedans, puisque tu le pratiques, puisque tu le vis tous les jours, Ouais. et donc du coup tu veux dire voilà, là, ça c'est l'athlète que je veux. En fait, je vais d'abord regarder les perfs pour faire un tri, quand même, d'avoir un peu le haut du panier. Pas forcément besoin des meilleurs. Je pense que pour nos équipementiers, si tu as le top 1 d'une discipline qui communique mal, je pense qu'il a moins de valeur que le top 3 qui communique très bien. Euh, mais ça, c'est mon avis de mon côté. En fait, je pense qu'à talent égal, c'est le meilleur communicant des deux qui a plus de chances d'obtenir des sponsors. Et parfois, en fait, quand tu es vraiment exceptionnel en communication, euh, et j'ai peut-être pas d'exemple en. Ouais, quoique en CrossFit, tu pourrais peut-être dire que tu as la personnalité un peu de Daniel Brandon qui sort énormément du lot. Euh, Pourtant, elle est pas peut-être dans le top 3. Encore. Ouais, Je sais pas ouais, si. oui, c'est le cas. Ouais, ouais, enfin, Daniel Brandon, c'est quelqu'un qui est top 5 actuellement. Enfin, c'est comme ça que tu la considères, Ouais, mais qui a une personnalité et une présence un petit peu hors norme dans le milieu. Si vous la rencontrez en vrai ou à la télé, c'est pareil, honnêtement. Elle dégage quelque chose de très particulier. Et c'est vrai que bah, il y a tout qui suit à ça, voilà. que ce soit ses sponsors et ce qu'elle dégage, etc. Dans le cas de Daniel Brandon, c'est très délicat aussi parce qu'elle a un côté très badass Ouais, parfois non respectueux de ce qui se passe, qui fait que ça peut être un élément bloquant pour certaines marques. ouais, après, ça dépend toujours comment tu as envie de te positionner, mais ouais, l'idée de cet exemple-là, peut-être Amy Kringle, c'est aussi un bon exemple, de se dire que finalement, cette personnalité un peu à part, elle décroche facilement des sponsors. Et justement, je pense que ça va dans cet équilibre entre ce que tu renvoies comme image, la manière dont tu communiques, etc. Moi, j'ai bossé chez la concurrence de Puma avant, donc chez ASICS, où on avait des runners qui étaient très très bons, mais qui étaient très introvertis et qui étaient incapables de parler en public.
Donc finalement, ça, c'est dur après à utiliser. C'est dur en fait quand tu veux faire un peu des relations avec les consos, des relations presse, des interviews, des choses comme ça, c'est dur, quoi. Et donc du coup, tu as l'impression en fait d'avoir ton diamant que tu peux pas en fait montrer parce que je sais pas, il n'est pas tout à fait prêt ou un truc comme ça. Donc ça, c'est le premier critère, globalement performance, aller chercher le haut des paniers. Et deuxième, en fait, je signerai jamais quelqu'un avec qui j'ai pas passé du temps. Vraiment échanger, tu vois, de manière plutôt informelle. Vas-y, viens, on va prendre un café, on va déjeuner, ce genre de choses. Où on discute, tu vois. On discute, ça peut être sur le bord d'une compète, à côté du floor, longtemps après que la personne soit passée pour qu'elle soit pas dans le stress et tout ça, mais de se dire, je sais pas, si tu croises quelqu'un sur les stands des French, du coup, peut-être là, c'est l'occasion et tu échanges un peu avec cette personne pour en fait apprendre à les connaître un peu plus. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que finalement, globalement, quand tu es employé d'une boîte comme moi, tu peux pas trop choisir tes collègues, tu vois, finalement. Si tu tapes des gens relous, c'est un peu. Ouais. Par contre, j'ai le droit de choisir les athlètes qui ont mon numéro direct. Et donc, en fait, je cherche quand même à bien m'entendre avec ces gens-là et de les trouver agréables. En fait, le test, c'est bon, ben, parce que finalement, tu vas les emmener sur des événements, tu vas passer dîner avec eux, parfois petit-déj avec eux. Euh, dans mon cas, j'aime bien aller m'entraîner avec eux et tu te rends compte, c'est quelqu'un que tu n'aimes pas. Wow. Ah ouais, mais complètement, hein, complètement. Je veux dire, c'est quand le feeling ne passe, que ce soit avec un athlète ou quelqu'un, enfin, je veux dire, c'est très très compliqué. Là, on a la chance de pouvoir les choisir. Hein. C'est pas comme sa famille. Ouais, Là, on peut les choisir. Et donc, pourquoi pas. Je suis d'accord avec ça. Parce que là, tu viens de nous donner tes critères de comment tu réfléchis pour achat. Est-ce qu'il y a des no-go? Est-ce qu'il y a des critères de no-go chez toi? Donc, un truc qui te fait, des trucs qui te font dire, genre, c'est pas ça, ça sera jamais possible du coup. ouais, alors en fait, un des critères de no-go que j'ai, c'est euh, les gens qui sont un peu exigeants en fait dans les relations au début, qui te disent attends, est-ce que tu es sûr que j'aurai suffisamment de produits? Ah, vas-y, je veux ça pour. Je pense que je peux aussi avoir des trucs pour ma copine, etc., etc. Enfin, alors que tu n'as encore rien signé, que tu n'as encore rien qui est fait et qui commence déjà à négocier plus de trucs. Euh, donc, ça, c'est généralement un warning, tu vois. Enfin, s'ils sont un peu embêtants au début, une fois que c'est scellé, ils le sont encore plus. Donc ça, je fais un peu gaffe. C'est pas forcément un no-go, mais je fais attention. Euh, dans un idéal, euh, et là, c'est vraiment quand il y a beaucoup d'enjeux, il faut rencontrer les proches, l'entourage. Parce qu'en fait, ce que nous, on sait en sponsoring chez Puma, c'est qu'à talent égal, si tu prends des jeunes, hein, vraiment à talent égal, la diff, c'est l'entourage. Euh, parce qu'en fait, soit tu as un entourage qui te tire vers le haut, soit tu as des entourages un peu toxiques. Et c'est particulièrement le cas en foot, en fait, où tu as beaucoup de gens qui ont des entourages toxiques. C'est un peu moins vrai sur le sport de CrossFit, Aerox, etc. Mais donc, il faut quand même faire gaffe, tu vois. Parce qu'après, si tu as des gens qui ont aussi des problèmes perso à côté, au bout d'un moment, ça va influer sur leur performance. Et c'est pas ce que tu cherches, tu vois. Tu leur souhaites quand même le meilleur et voilà. Et puis, tu pas leur psy non plus, quoi. Après, en no-go, en fait, ça, je fais beaucoup gaffe et je fais beaucoup en fait de veille là-dessus, en fait, avec des gens qui, je me dis, ok, un tel ou un tel, j'aimerais bien les avoir un jour chez Puma en sponsoring, et peu importe le type d'athlète que c'est, je regarde un peu comment ils communiquent et comment ils se comportent sur les réseaux. Euh, pour moi, un no-go, c'est ceux en fait où il s'est passé un truc avec un ancien sponsor, et peu importe ce que c'est, mais après ils déballent leur vie en public sur les réseaux. Et en fait, pour moi, ça c'est un no-go parce que en fait, je pense que tu craches pas sur les autres, tu vois. C'est ok de t'engueuler et on t'a fait un coup difficile, eh ben, il ne faut pas se laisser faire, je suis complètement d'accord, mais en fait, il ne faut pas laver ton linge sale en public. Parce qu'en fait, pour moi, ça c'est bloquant, parce que je me dis, attends, s'il se passe un truc avec cet athlète, que ce soit ma faute ou sa faute, finalement, après, ça risque de prendre des proportions énormes et j'ai d'autres choses à faire. Je ne suis pas là, en fait, pour gérer des crises de relations presse, quoi. Donc ça, ce serait un vrai no-go. Ouais. Donc je fais Est-ce attention que, à... Ouais, vas-y. est-ce que le syndrome de la girouette est un no-go chez toi ou pas? C'est-à-dire la personne qui passe de contrat en contrat, de marque en marque, Ouais, c'en est un. ouais, ouais. Et surtout, en fait, tu peux aussi, ceux qui...
Ok, je sais pas, moi, le sled était trop lourd sur telle et telle ligne d'Irox, le treadmill, il marchait pas pareil sur cette ligne dans une compète de CrossFit, et donc, du coup, c'est la faute de la compète que j'ai pas performé, etc. Non, non, je suis pas d'accord avec ça. Tu prends, donc, ouais, c'était, le sled paraissait plus lourd. Tant pis. Ça aurait été mieux, j'aurais peut-être fait une meilleure perf, etc. Ok. Le treadmill, il marchait pas bien, il courait moins vite que les autres. Tant pis, j'ai pas de chance, c'est pas grave. On retourne au taf et on avance. Et plutôt que de ressasser en fait les difficultés qui, de toute façon, en fait, ils sont pas stoïques par rapport à ça, et je pense que ça les fait pas avancer. Et donc, moi, je trouve que c'est pas le bon état d'esprit à avoir. Parce que, enfin, écoute, moi, je passe pas mon temps à me plaindre. Ben, on n'est pas une marque de spécialiste en CrossFit. Ah, vas-y, je suis bloqué, on peut pas avancer. Ben non. Écoute, c'est euh, c'est une difficulté, t'en fais une opportunité, et puis tu retournes en fait la situation et tu y vas. Et, et après, moi, je parle à mon niveau, alors que là, on parle quand même d'athlètes qui doivent aller chercher en fait ce niveau de mental, quoi. Et donc, du coup, s'ils sont pas capables en fait de retourner des situations qui sont un peu où ils y peuvent rien, bah, je ne sais Ah, pas comment, en fait, dans la ce difficulté, ils vont qui, y arriver. ce qui ressort de ce que tu dis, et je ne sais pas si les athlètes et les personnes qui sont dans ce milieu-là en sont conscients, c'est que toi et moi, mais ça marche pour les autres personnes qui ont les mêmes types de rôles que nous, on passe notre vie sur les réseaux sociaux pour travailler, Oui, pas pour regarder ce que font nos amis spécialement, mais en fait, on suit en fait quasiment tout le monde. On voit tout ce qui se passe, on regarde et en fait, on analyse ça en permanence. En plus du fait que nous le fassions, on nous envoie des infos, on nous ouais, transfère les stories, on nous transfère les posts, on nous transfère ce qui se passe. Et on ne parle pas du milieu du football qui est gigantesque et il y a tellement de joueurs dans différents pays que c'est très grand. On parle de l'entraînement fonctionnel, que ce soit Aerox, CrossFit, c'est tout ouais, petit. C'est tout petit, encore plus en France. Et déjà, mondialement, on sait tout ce qui se passe, mais en France, encore plus. ouais, Tout complètement. le monde se dit tout. Entre marques, on échange, même toi et moi, on Ouais, échange sur les personnes, les athlètes, les marques, les ouais, deals, les compétitions. On se passe toutes les informations. Et aujourd'hui, il faut faire vraiment très attention à ça. Encore plus vous voulez avoir une marque qui a du prestige, dans une marque premium, et plus la marque va faire attention à ça et va pas pouvoir se permettre un faux pas. Il y a des clauses, bien évidemment, dans les contrats on a tous une façon différente de l'avoir tourné, mais qui dit que si le comportement de l'athlète nuit à l'image de la marque, alors la marque peut se retirer. Et ça vaut en cas de, je sais pas moi, si quelqu'un se met à taper quelqu'un dans la rue, et ouais, voilà, ça va nuire à notre marque. Si quelqu'un se drogue, si quelqu'un a bu et se retrouve sur Internet, voilà, peu importe ce qu'il va faire, mais aussi ce genre de comportement peut aussi se retourner contre la marque et le mindset et l'image que la marque a décidé de mettre en place. Et donc, soit c'est un athlète qui est déjà sous contrat, en général, il y a un rappel à l'ordre qui se fait de la part des marques, soit cet athlète n'est pas sous contrat encore, et dans ces cas-là, vous passez dans la catégorie no-go, red flag, et ça peut se retourner contre vous. Voilà, donc ça, c'est très important, et je sais que toi, tu passes énormément de temps sur les réseaux à regarder tout ça, et à suivre tout ce qui se ouais, passe et tout ce qui se dit. ouais, ouais, Donc ça, c'est un message pour ceux qui souhaitent être sponsorisés. Euh, Peu importe la ouais, marque par laquelle vous souhaitez être sponsorisé, faites très attention à ce que vous faites ou dites sur les réseaux sociaux, parce que tout se sait et tout se voit, et malheureusement, les réseaux sociaux, ça reste. ouais. Et puis on vous voit, hein, marque 1, compète 1, marque 2, compète 2, marque 3, compète 3. On vous voit, hein, Oui, franchement. c'est c'est assez délicat parce que tu sais, alors j'ai jamais été dans cette situation-là d'être athlète, hein, mais je me mets dans la peau d'un jeune athlète qui a pas encore de sponsor et qui a pas encore les moyens, tu vois, de pouvoir avoir des marques comme les nôtres qui le payent vraiment, et qui Ouais, dit, bah, en fait, je vais essayer avec cette marque-là, voir si j'arrive à créer une relation. Bon, bah, finalement, ça marche pas, donc je vais essayer avec cette marque-là, etc. Et en fait, je crois que je les comprends dans le fait de faire ça, parce que tu vas récupérer 500 balles, 600 ouais, balles, 1000 euros, et tu dis, bah, ça me paye au moins ma saison, voilà. ouais, ouais. Malheureusement, c'est une vision très court terme qui fait Oui, que, en général, ça se retourne contre toi un jour ou l'autre. Alors, à moins que d'un coup, tu exploses et tu passes au niveau mondial et tu fais top 10 au Games et tout, etc. Et là,
ouais, on peut mettre ça de côté, mais malheureusement, c'est souvent pas spécialement le cas. Ça se passe pas aussi vite, la progression. Et dans ces cas-là, les marques plutôt premium, elles vont voir ça en disant, mais en fait, tu fais que changer de sponsor. Du coup, on peut pas créer d'histoire avec toi. C'est très dur en général d'avoir deux équipementiers, enfin plus de deux équipementiers dans sa carrière. Deux, c'est acceptable. Tu commences avec un et ça s'arrête, tu passes avec un autre, ça fait une transition. Mais quand tu changes 3 fois, c'est très compliqué sur une carrière qui dure environ 15 ans maximum. C'est très compliqué. Les marques, en général, elles sortent et elles disent désolé, mais on ne peut pas s'associer à toi. Voilà, donc, après, pour ça, normalement, les athlètes, ils sont censés avoir des agents qui les conseillent là-dessus. Alors, bien évidemment, il y a deux choses. Il y a soit parfois des agents qui font pas bien leur travail, et il y a parfois aussi des athlètes qui n'écoutent pas ce que dit l'agent. On a vu les deux cas. Ouais, complètement. Est-ce que toi, tu as des no-go de ton côté, GoWood? Ouais, bien sûr, tu n'utilises pas l'app, c'est no-go. Ça, c'est le premier no-go. Nous, notre ligne directrice, c'est la performance. Okay. On veut pas être sexy. C'est pas très drôle de faire de la mobi, on est au courant. Mais on sait que les gens qui passent par là, c'est ceux qui ont le but d'être performants. C'est comme ça. Et donc, tout ce qu'on fait est basé sur la performance. Et donc, les athlètes qu'on choisit, ils doivent avoir ce trait de performance. Ça reprend ce que tu as dit, hein, c'est-à-dire le mindset, comment ils pensent, comment ils s'entraînent. Je n'ai pas dit qu'il fallait qu'ils soient premiers aux Games. J'ai dit qu'il fallait qu'ils s'entraînent dans un mindset d'être performant en permanence et de rien mettre de côté pour être le meilleur. Et donc, si on voit ces qualités-là, ok, on peut y aller sans problème. Bien évidemment, toujours pareil, il faut que je m'entende bien avec lui, il faut que ce soit un bon fit pour la marque, il faut qu'il y ait tout qui soit réuni. Mais en termes de no-go, je dirais que c'est ça. Et après, moi aussi, je déteste les polémiques. Ça me saoule, honnêtement. Ça fait du bruit pour rien. Ça arrange pas grand-chose. Donc, je dirais que oui, c'est quelqu'un qui fait des polémiques en permanence. Ça me plairait pas. J'ai eu la chance que nos athlètes, ce ne soit pas le cas, honnêtement. Moi aussi. Jusqu'à présent, en tout cas. Ouais, directement, oui, mais j'ai vu plein de polémiques avec des athlètes Puma. Avant, tu as cité drogue, bagarre et tout ça. On a eu des polémiques. On a, dans un temps, avant que j'arrive chez Puma, il y avait les soirées de Noël étaient avec les athlètes. Ça a été arrêté bizarrement. Ouais. Alors, moi, j'ai la chance, je fais des soirées avec les athlètes. Après, moi, je bois pas d'alcool. Donc, du coup, je reste supraneutre. En général, à minuit, je suis couché parce que je suis un papy. Mais, désolé, c'est pas très drôle. Mais en effet, ouais, après, il faut séparer ce qu'on voit les athlètes quand ils font la fête et les athlètes en dehors. J'arrive à me mettre de côté. Mais ouais, ça peut très vite. Ça peut très vite déraper, ce genre de soirée. Je peux très bien comprendre pourquoi ils ont arrêté. Ouais, mais parfois, tu veux l'argent du sponsor et la culotte de l'employé, tu vois. Écoute, ça nous est jamais arrivé. Jamais personne l'a proposé. Non, mais chez nous, on a une boîte un peu plus grande et tu t'imagines bien que les athlètes, Laura, etc., enfin, parfois, il y en a qui sont beaux gosses, etc. Et puis, tu as des filles qui ont 22 ans et puis qui se disent, bon, voilà, ça va être une bonne idée. Voilà. Ouais. Bon, écoute, je souhaite que ça n'arrive jamais. Je vais quand même passer un petit mot au bureau, mais en général, ça ne se passe pas. Mais je sais que tu vois, j'ai bossé avant dans le sport de haut niveau, dans différents sports. Et je sais que c'est des choses qui arrivent entre les joueurs et quelqu'un du staff. En général, ça finit jamais bien. Il n'y en a jamais un qui s'est marié avec cette personne-là et qui a eu une vie paisible. Et donc, généralement, il faut éviter. Mais ouais, ça, je sais que ça peut arriver. Au niveau des une question que tout le monde se pose, c'est comment est-ce qu'on définit le prix d'un athlète entre nous? C'est-à-dire que comment toi, en tant qu'équipementier, tu peux mettre une valeur marchande sur quelqu'un en sachant qu'il y a une multitude de facteurs qui rentrent en jeu. Le but, c'est pas de donner des chiffres, bien évidemment, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas le droit de donner des chiffres. Mais comment est-ce que tu réfléchis? Comment est-ce que tu te fais conseiller ou à quoi tu compares pour faire ça? En fait, ça dépend toujours le type d'athlète que tu as. Si tu as en fait, un athlète qui est aussi fort en création de contenu, tu peux calculer, en fait, c'est assez facile d'obtenir des tarifs de leur part. Généralement, tu fais des essais avant, de se dire, OK, est-ce que tu peux me faire une vidéo sur ça? Et puis, et tu te dis, ça coûte combien? OK, ça coûte, je sais pas, au hasard, 1 000 €.
Et donc, du coup, en fait, si dans le contrat, tu te dis, ok, c'est un athlète créateur de contenu, on fait 30 vidéos ensemble par an, tu le mets dans le contrat, et que tu touches à 25 000, finalement, tu as 5 vidéos gratuites, quoi. Donc, ça peut être un moyen très rationnel, en fait, de se dire, ok, ça vaut tant parce qu'il va faire. Et après, en fait, tout ce qu'il fait sur ses réseaux en plus, et puis la représentation, etc., c'est du bonus. Donc, ça, c'est une chose. Première chose. Deuxième chose, en fait, moi, j'ai de la chance, du coup, de travailler dans une entreprise globalisée, et ça se trouve, tu en as qui ont commencé avant. Sur des disciplines très récentes comme l'Irox, l'avantage que moi j'ai, c'est qu'en fait, Irox a été présent d'abord en Allemagne, d'abord en Espagne, d'abord au UK avant d'arriver en France. Et donc, du coup, en fait, moi, pour mon marché, comment je peux définir en fait le prix d'un athlète? Eh ben, les mecs, ils étaient premiers là, les collègues. Donc, du coup, je vais leur demander, bon, vous payez combien aux athlètes? Et puis, entre nous, on a le droit de se dire, on travaille pour la même entreprise, on a le droit en fait de se partager les montants des contrats. Hein. Nous, on n'a pas le droit de le dire au public, mais après, voilà. Et donc, du coup, en fait, après, tu peux faire un peu de moyenne, tu vois. Et ça peut aussi être, à l'appréciation, un peu parfois c'est un peu au feeling moi je me rappelle une des premières en CrossFit, une des premières négociations que j'ai eues, du coup, sans citer forcément de nom, de dire donc la personne elle balance un chiffre, parfois ça arrive que les athlètes balancent un chiffre, et donc du coup après tu lui donnes un exemple, écoute, nous dans notre pays, on a cette athlète, elle a été, ok, on a Emma McQuaid, elle a été 6 fois aux Games, ou 5 fois, je ne sais plus combien de fois à l'époque, donc on la paye. Et tu donnes un montant grosso modo, et après tu lui parles en off comme ça. Écoute, on lui donne 50% de plus que ce que tu demandes, ou quelque chose comme ça. Tu dis, voilà, grosso modo. Hein. Euh, donc là, du coup, ça colle. Mais par contre, là, en fait, tu es en train de demander plus que ce qu'on donne à Emma McQuaid qui a fait 5 fois les Games, tu n'as pas été aux Games. Donc, est-ce que tu es sûr du montant là? Est-ce que tu es sûr que moi, en fait, rationnellement, je peux aller voir mon boss et dire, ouais, peut-être que lui, j'en saurai rien, peut-être que ça va passer en contrat. Mais après, le jour où on se partage tous les chiffres entre les pays, hein, le jour où tous les athlètes d'Irox du monde, on a un tableau Excel, ils sont tous dedans, et il y a marqué tous les montants des contrats là-dedans. Et donc, on a tous accès, en fait, nous qui sommes en charge avec l'Irox, et donc, du coup, en fait, tu vois bien. Et si donc tu fais la moyenne, et si toi, tu payes 3 fois la moyenne, et ben, tu te dis, mince, je me suis fait avoir. Et après, finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que du coup, tu vas te dire, bon, cet athlète-là, je ne peux plus. Dès que c'est fini, on arrête. Ou tu vas être un peu aigri, finalement, au quotidien. Et donc là, il faut faire attention à ne pas trop dépenser. Et après, qu'est-ce qui fixe aussi le prix? Souvent les agents, en réalité, qui vont essayer d'obtenir une offre chez une première marque, aller chez une deuxième et du coup revenir chez la première en disant ou voilà. grappiller des bonus, ou grappiller des petits trucs. Mais en général, je veux dire, si ta base de départ elle est là, tu finis rarement ici, ou tu finis rarement très bas. Je savais pas qu'on pouvait faire ça avec la vidéo. Si tu fais des cœurs, ça fait des petits cœurs. Ouais, génial. C'est nouveau ça, voilà. Ça n'a pas marché. Mais en général, voilà, on a une base, et c'est bien que tu parles de ça, parce que alors, vous avez ça chez Puma. Alors, nous, on en a une en interne chez GoBud. J'ai tout le prix de tous mes athlètes. Il faut savoir que la première fois que j'en ai sponsorisé un, j'y suis allé à tâtons. On m'a donné un prix et j'ai essayé d'évaluer. Mais au fur et à mesure, tu dis, OK, je paye lui ça, lui ça, lui ça. Lui, il est là. Donc, tu fais une moyenne et tu essaies de voir, et au fur et à mesure, tu avances. Avec l'expérience et les années, maintenant, il n'y a plus un athlète qui nous dit, moi, je vaux ça, ou un agent qui nous dit, lui, il faut le payer ça. Parce qu'ils savent que de toute façon, comme on disait, on est déjà monté jusqu'à 30 athlètes, y compris les meilleurs au monde. Donc, on a une idée. Si tu me donnes un prix qui est faux, je vais te dire, non, en fait. Et du coup, j'arrête la discussion parce que ça m'énerve. Donc, honnêtement, il ne faut pas essayer spécialement de jouer. Ce qu'il faut savoir, c'est que la valeur marchande, parfois, elle est injuste. Et c'est ça, je pense qu'ils parfois, ils ont du mal à comprendre. Et ce qui est très dur, c'est que parfois, il y a de la hype énorme sur quelqu'un qui pour autant n'a pas la performance en face, performance c'est en termes de résultats, mais qui crée du contenu différemment, qui a quelque chose de particulier, et donc son prix et sa valeur va monter. Et pour autant, cette personne va être peut-être même beaucoup plus rémunérée qu'une autre qui a des performances supérieures, mais parce qu'il n'y a pas tout ce qu'il y a autour, que ce soit parfois de la timidité ou de la difficulté à créer du contenu. Et je vois la frustration parfois de ces athlètes-là qui ne comprennent pas en disant mais au game, je suis 5 fois meilleur. Enfin, il n'y a même pas photo entre lui et moi. Et pour autant, je sais que j'ai des contrats plus bas, ou je sais que je n'arrive pas à signer les grandes marques. Et c'est très délicat. Et dans ce cas, il y a beaucoup de travail. Il y a aussi beaucoup d'injustice dans le sport. C'est comme ça. Et dans le sponsoring. Complètement.
Mais pour autant, voilà. En fait, moi, je ne l'applique pas, mais tu as un critère physique, esthétique aussi, que tu peux avoir en fait plus chez une athlète qu'un athlète, généralement. Et malheureusement, c'est comme ça. Mais parce que tu vas avoir plus en fait de personnes attentives sur une athlète qui est potentiellement plus jolie qu'une autre. Même si ça reste très subjectif, malheureusement, c'est comme ça. Mais j'essaie de ne pas appliquer ça, quoi. En fait, de ne pas appliquer. De ne pas l'appliquer parce que je trouve ça pas. Tu peux rien, c'est comme ça. Mais... Non, c'est pas possible, sauf que, de manière générale, l'attractivité de quelqu'un va avoir un lien indirect, mais quand même assez direct, avec son nombre de followers, avec son engagement, ce qui va du coup en fait monter le prix de la personne en question. Et c'est comme ça en fait. Et là malheureusement c'est hyper injuste la vie, mais c'est la vie comme ça. Il y avait une étude qui était là, désolé c'est lié mais pas trop. Il y avait une étude qui disait que les enfants qui sont beaux réussissent mieux à l'école que les enfants qui ne le sont pas. Mais en fait, en fait, moi, ce qui m'a fait rire, c'était que la raison, c'était pas du fait qu'il soit beau ou pas beau, c'était du fait que de dire qu'en fait, les professeurs donnaient une attention plus particulière aux enfants qui étaient plus mignons, et donc, du coup, passaient plus de temps à leur expliquer les choses, et donc ces enfants-là réussissaient mieux. C'est quand même fou, je me dire, alors que c'est pas que le professeur il le trouve mignon, c'est un enfant, donc c'est pas ça. C'est juste qu'il était plus mignon, on sait, il y a des gens qui sont plus mignons que d'autres, voilà, et donc il y avait un impact. Désolé, j'ai digressé là-dessus, mais oui, il y a un impact et il y a une injustice là-dessus, et je comprends parfois que ce soit délicat. Ouais, et tu as fait une bonne transition avec les followers. Moi, je regarde pas ça en fait. Je vais pas te payer plus parce que tu as le double de followers. Parce qu'en fait, là, le but, c'est de signer des athlètes et pas des influenceurs. Si tu es un influenceur, tu peux être rémunéré potentiellement au nombre de followers, même si ce n'est pas le meilleur métrique. C'est mieux peut-être de regarder l'engagement que tu peux avoir sur ton compte ou voir si tu as une vraie communauté par rapport à ce que c'est bien hein, que souvent les gros influenceurs, si tu achètes des followers, derrière ça. Il faut savoir qu'il y a des logiciels qui nous disent si vous l'avez fait. Donc on le sait. Juste et puis d'un coup, tu vois, d'un coup, ça part énorme. Tu as une grosse croissance de followers d'un coup inexpliquée. Bon, on sait. Mais du coup, c'est pas lié en fait au nombre de followers parce qu'il faut savoir ce que tu veux. Alors, est-ce que c'est pas lié ou est-ce que c'est pas le critère qui définit, ou est-ce que quelqu'un qui a 15 ou quelqu'un qui a 30, ça change pas grand-chose. Mais est-ce qu'il y a quand même une sacrée différence entre quelqu'un qui a 15 et quelqu'un qui a 180? Ouais, est-ce que tu es obligé de le valoriser quand même? Je parle de vrais followers, je parle pas de followers achetés, et je parle de quelqu'un qui a un niveau d'engagement similaire. Ouais, je pense qu'il faut quand même le valoriser quelque part, mais c'est pas ce que tu recherches en premier, tu vois. Tu vas pas te diriger d'abord chez la personne qui a 180 000 followers versus celle qui en a 15 parce que en fait, il y a un tel et tel nombre de followers. Tu vas aller chez une personne d'abord pour la perf. Est-ce que tu t'entends bien avec cette personne? Est-ce que tu n'as pas de no-go dans tout ce qu'on a dit? Et après, en fait, écoute, vas-y, j'hésite entre 1 et 2. Ok, lui, il a une meilleure présence social media. Et finalement, c'est un des critères suivants, mais c'est pas le critère obligatoire, c'est pas le critère le plus important, quoi. Mais après, tu sais, dans la réalité, tu fais un mail en interne, on a signé Alan Kao, tu mets son Insta, ils vont faire quoi tous les gens de Puma ou les contacts à qui tu l'envoies, ils vont aller voir leur Insta, son Insta. Ils vont regarder le nombre de followers, ils vont regarder un peu les posts, si c'est joli, etc. Donc oui, ça a aussi son importance. Enfin, tu peux pas... Moi, je vois encore beaucoup d'athlètes qui ont des comptes privés. Hein. On a des athlètes chez Puma qui ont des comptes privés sur Insta. Ouais, dur. Hein. Donc là, tu peux pas dire qu'ils sont pas signés pour leur performance. Hein. Sinon, ils seraient pas. Dans ce cas-là, ça m'est jamais arrivé, mais c'est très, très, très délicat. Alors après, il y a des gens il faut savoir qu'une marque utilise l'athlète pour plusieurs choses. Pas uniquement pour que l'athlète fasse la promotion des produits, mais mais aussi pour que la marque utilise l'image de l'athlète. Et c'est deux choses différentes, c'est deux utilisations différentes. Il existe d'ailleurs des contrats qui existent où l'athlète ne publie rien sur la marque, mais la marque utilise l'image. C'est plutôt rare, mais ça arrive. Et oui, alors tu vois, chez nous, chez GoOne, on ne fait pas de lien, on ne se dit pas à quelqu'un qui a 50, on ne cherche pas le follower, c'est pas ça qui nous anime dans la vie,
Mais pour autant, on voit quand même une sacrée différence de ROI, donc de retour sur investissement, quand même sur le follower. C'est-à-dire que on est obligé un petit peu de faire suivre le tarif avec le nombre de followers. Quand quelqu'un qui a 80 000 ou quelqu'un qui a 2 millions comme Fraser, le prix, il n'est pas proportionnel au nombre de followers, mais il a une incidence. Parce que vous arrivez à traquer directement les leads que ça génère. Parce qu'il y a un code, je ne sais pas, Fraser 20 ou un truc comme ça. Alors, non, on fait pas ça. On fait pas ça parce qu'on considère que c'est pas parce que les gens cliquent pas sur ton lien qu'ils t'ont pas rentré dans le cerveau pour te dire que en fait il fallait que tu l'utilises. Et donc du coup, c'est pas une vente directe. Il y en a qui sont pas bons vendeurs en direct, mais qui ont une influence naturelle. Donc on veut pas leur mettre un prix dessus comme ça, même si je sais que ça pourrait nous aider marketingment parlant à dire toi t'es rentable, toi t'es pas rentable, etc. Pour autant, on sait que quand quelqu'un fait quelque chose, on voit ce qui se passe. Et si tu veux, il y a un lien direct qui suit immédiatement, et ça, on peut le traquer par contre. Et donc, on arrive à voir si quelqu'un fait bouger les choses ou quelqu'un ne fait pas bouger les choses. Mais on a aussi beaucoup d'athlètes qui ne font pas bouger les choses, et on s'en fout. Est-ce qu'à l'inscription tu as un champ qui demande, une question qui te demande comment vous avez connu GoWood, et puis du coup, tu peux potentiellement… Alors, pas dans l'app. Elle n'y est pas, mais elle existe sur notre site web. Si tu t'inscris via le site web, on te pose la question de savoir comment tu l'as connu. Parce que tu peux peut-être, du coup, arriver à lier à des athlètes, non? Potentiellement. C'était le cas. On a même fait une pop-up à un moment qui était dans l'app, qui te demandait comment tu avais connu l'app, et tu pouvais même choisir l'athlète en question que tu avais suivi. Voilà. Ouais, c'est smart. Pour moi, mais pour moi, le marketing, c'est quelque chose qui est… Ce qui te pousse à l'action finale, c'est peut-être ça. Mais ce qui t'a fait rentrer ça dans la tête le début, c'est peut-être complètement l'opposé. C'est une pub que tu as vue, c'est une image de marque. Tu le sais bien, de toute façon. Voilà, c'est quelque chose, c'est au French l'émotion que tu as ressentie quand telle personne a fait ça. Et qui fait que le jour où tu es prêt parce que ça y est, tu as envie de prendre soin de toi, ça y est, tu as envie de t'y mettre, ou ça y est, tu as une compétition en vue et tu dis, bah, ça y est, maintenant je vais me mobiliser pour ça. Et ben, c'est ce jour-là, quand Willy il poste quelque chose, que clac, ça y est, tu passes à l'action. Donc, en soi, on peut attribuer la vente à Willy. Mais en fait, Willy, il a fait 10% du travail et puis les autres athlètes ont fait les autres pourcents et il s'est passé tellement de choses que du coup, pour moi, c'est pour ça qu'on ne les rémunère pas à la vente. Il n'y a aucun athlète qui dit si tu vends, tu touches parce que je ne veux pas qu'ils deviennent vendeurs et surtout, je ne veux pas qu'ils se disent bah, je suis désolé, en fait, je ne vends rien. Et donc, du coup, il faut que mon salaire baisse ou quoi que ce soit. Non, on ne veut pas ça. On veut vraiment qu'ils aient de la sérénité. On leur parle jamais de leur performance et sur les posts, etc. On leur dit jamais. Ouais, bah nous non plus, on ne cherche pas ce qu'ils vendent directement. Ça ne nous intéresse pas forcément. Enfin, tu vois que… Ça se voit d'ailleurs. Bah, une personne à son échelle, en fait, ne va pas faire de grosses diffs pour nous. En fait, tu vois, si on vend, grosso modo, Puma France, on vend 12 millions de produits par an. Bah, si tu es un athlète super fort et que tu arrives à nous en vendre 1000, bah, 1000 sur 12 millions, finalement, tu es une goutte d'eau. C'est ça. Ça, tu vois. Et donc, bon, c'est pas grave, on n'a pas forcément besoin de ça. Je voulais rebondir sur un truc que tu as dit, j'ai oublié. C'est pas grave. Ça va te revenir. Ça va te revenir. Si ça te revient, tu me coupes. Je voulais te poser une question parce que donc, toi, tu fais beaucoup d'Aerox, donc tu y participes toi-même. Tu as récemment fait même un double avec Alan, un double avec Lucas. J'ai pu suivre ça, c'était drôle. Je l'annonce, mon goal d'ici, allez, je me donne jusqu'à 2026, c'est de faire un double avec Chandler Smith. Un double avec Chandler Smith? Bon, écoute, pour la petite anecdote, je vous fais une petite anecdote rigolote qui s'est passée à Wodapalooza. J'étais avec Willy, Justin et toute la team là. On était dans la warm-up area. Et puis je vois Chandler Smith que j'ai déjà croisé honnêtement 2 fois dans ma vie. On s'est serré la main, mais c'est tout quoi. Je le connais pas personnellement. Et là, je vois Chandler Smith qui arrive lancé comme s'il allait mettre un plaquage à quelqu'un. Et en fait, il me met un plaquage à moi. Mais moi, je ne le connais pas. Tu vois, et il me plaque, et en fait, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin, on n'est pas du tout amis, quoi. Voilà. Et en fait, du coup, je lui dis, je le regarde, et il est en dessous de moi, et il comprend qu'il s'est trompé de personne. Et il me dit, mince, je t'ai pris pour un mec qui s'appelle Will, pas Willy George, qui est juste à côté et qu'il avait reconnu. Je t'ai pris pour Will.
désolé, il me dit c'est super awkward comme situation. Salut, je m'appelle Chandler et tout. Donc, je lui dis, c'est Thibaut. Voilà. Donc, très, très drôle. Et on rigole, machin. Il me dit, je suis désolé, machin, truc. Et le lendemain, on se recroise sur la warm-up Area. Et il me dit, salut Thibaut, pas Will, en rigolant. Voilà. Donc, il est très, très sympa. Il est très, très drôle. Il est très apprécié comme athlète. Ouais, il est super. Je l'ai déjà rencontré 2 fois, je pense, sur des events chez nous. Il est super sympa. Et puis, voilà, j'essaie de, tu vois, je monte progressivement. Je fais déjà les athlètes France, après on verra pour les athlètes globaux, quoi. Mais oui, pardon, donc, du coup, ta question, Irox, ça m'arrive d'en faire en double avec les athlètes, oui. J'ai eu cette chance. Ouais. J'ai eu aussi la chance avec Claudia. J'ai beaucoup de chance là-dessus, ouais. En effet, c'est toujours hyper sympa de voir un peu à quoi ça ressemble le haut niveau avec eux et de les voir s'entraîner et de voir partager ça avec nous. Pour ce qui est de l'aéro, je veux juste faire une petite parenthèse parce que c'est quelque chose dont on parle énormément. C'est quelque chose qui boom depuis un bon moment maintenant. Tout le monde a l'impression que c'était il y a 3 mois, mais en fait, non, c'est beaucoup plus vieux que ça. Et ça prend de plus en plus d'ampleur. Et on voit de plus en plus de gens le faire. Des gens qui font du crossfit à haut niveau. On a vu Fraser il n'y a pas longtemps, Tia il y a un peu plus avant ça. Avec Newberry, enfin voilà, il y a beaucoup de monde qui s'y met et qui vient essayer ça. Quelle est pour toi la raison du succès de l'Irox actuellement? Dure question. Non, en fait, on a assez le temps d'y réfléchir parce qu'on nous pose souvent cette question. Que hier soir, j'étais à un dîner un peu networking, introduction d'Irox, où justement on en parlait et puis on a eu ces questions à table là. Ces questions-là à table. Moi, je pense que tu as un côté en fait accessible. Donc, j'entends toutes les discussions que l'open est accessible à tout le monde, qu'on peut tous le faire, qu'on peut tout adapter. Marcher sur les mains et faire un wall walk, c'est pas pareil. Alors qu'en fait, là, je pense que c'est systématiquement la même chose, que tu es juste plus lent. Après, ok, d'accord, tu as 2 niveaux de charge, fine, mais après, un deadlift à 60 et un deadlift à 100. Enfin, je schématise. Hein. Donc, il y a cette accessibilité et cette uniformité, en fait, que tout le monde fait la même chose. Je pense que ça, c'est un. Mais en réalité, le plus gros, avant de dire le plus gros, 2, c'est que tu alternes tous les 5-6 minutes max, tu fais autre chose. Donc, tu fais ton run, tu fais un autre atelier, etc. etc. Et finalement, ton heure et demie, elle passe très, très vite. Parce que tu changes régulièrement de choses. Donc, finalement, tu arrives à la fin, bon, tu es crevé, mais tu dis, ah putain, déjà. Tu dis ça quand tu as fini les wall balls. Quand tu es dans les wall balls, c'est pas ce que tu dis. Et puis surtout, il y a des gens qui se le disent au bout d'une heure et il y a des gens qui se le disent au bout d'une heure 40. C'est ça. Ouais, c'est ça. Non, en fait, vraiment, moi, je pense que le plus gros critère de succès de l'Irox, c'est le côté amélioration de soi. Parce que quand tu vas faire un Irox et que tu auras fini, ils vont te donner ton temps sur le run, ils vont te donner le temps sur chacune des 8 stations et ils vont te donner en fait le classement pour tout ça et ton classement général et ton classement par âge. Donc en fait, tu es centième au général, tu vois que tu es 80 sur le run et que tu vois que sur toutes les stations cumulées, tu es 120. Et bah, du coup, tu vas dire, OK, il faut que je bosse les stations. Si, OK, tu es top 50, alors que tu as fait toujours top 100 en général, tu es top 50 sur les burpees, mais tu es top 200 sur sled push et top 250 sur sled pull, et ben mon gars, tu es bon en cardio, mais il faut que tu ailles soulever un peu de la fonte. Et donc, du coup, en fait, après, tu vas refaire, et comme c'est systématiquement la même chose, tu vas t'entraîner en fonction de tes faiblesses que tu as notées, tu vas progresser, tu vas refaire ton test, et après, tu vois que tu as progressé, potentiellement. Et donc, du coup, tu vas être trop content. Tu vas dire, putain, vas-y, j'ai progressé, j'ai amélioré mon temps de 10 secondes sur les burpees, j'ai gagné 20 places, c'est trop bien, je vais continuer à bosser les burpees, bon, même si que j'avais besoin de bosser les burpees ou pas, etc. etc. Et en fait, tu as ce cycle un peu continu. Tu peux toujours refaire, toujours t'améliorer, tu as toujours tes points de comparaison, puisqu'en théorie, c'est toujours la même chose. Donc, ça, c'est super. Et peut-être, ça, c'est l'élément principal pour moi qui justifie le succès d'Irox. C'est dur de se comparer un peu en CrossFit, si on fait le lien. Oui, tu as tous les watts de référence, Fran, etc., Hélène, etc., etc. Donc, effectivement, tu peux te comparer là-dessus, mais par contre, tu peux pas te comparer, OK, est-ce que j'ai été meilleur sur les French l'année dernière par rapport à l'année d'avant, par rapport à il y a 3 ans, parce que les walkouts, ils changent à chaque fois. Et peut-être un aspect aussi négligé, c'est le côté spectateur.
Sur l'Irox, en fait, en tant que spectateur, l'expérience, elle est assez bien faite. Parce que, en fait, quand tu vas accompagner tes proches, tu vas les voir passer souvent. Parce que si tu as 3 tours de run après une station et que sur la station, tu es à 1 mètre, 2 mètres de la personne, finalement, tu vas les voir beaucoup. Nombre de répétitions énorme. Peut-être que sur une course, sur 1 heure, tu vas voir tes proches 50 fois. Si tu vas sur un marathon et que tu connais par cœur le réseau de métro de Paris, peut-être que tu arrives à les voir 3 fois sur un marathon. Vraiment, hein. Sinon, d'habitude, tu les vois passer une fois et puis si t'ont pas raté, quoi. Vas-y, kilomètre 40, par contre, je suis côté droit de la route. Ok, mais droit pour moi, droit pour toi. Du coup, donc, si ça se trouve, tu les rates. Par rapport au CrossFit, moi, je trouve ça génial, le CrossFit, et j'adore en regarder, mais parfois, c'est un peu complexe à comprendre ce qui se passe. Si tu n'as pas lu le WOD en avance, souvent, c'est difficile. Mais même si tu l'as lu. Non, mais je parle d'un fan, je suis fan, il n'y a pas de problème, mais je suis le premier à dire que la raison du succès du strongman, c'est parce que c'est juste, ils sont juste incroyables physiquement, mais aussi parce que c'est tellement facile à comprendre. Du point A au point B, la charge, elle va de là à là, point. Il a la charge la plus lourde à monter de là à là. C'est trop facile, il y a 3 grosses pierres à mettre sur un tonneau. Genre, c'est facile à comprendre, c'est facile à suivre. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et j'avais pas, en fait, fait gaffe parce que je suis jamais allé sur un Aerox encore, donc j'ai jamais vu, en fait, le parcours en tant que spectateur. Mais en effet, être capable de passer à 1 mètre d'un proche pour lui crier dessus, à la différence d'être dans les gradins au fin fond où le mec est sur le floor et où il t'entend même pas parce que de toute façon, c'est pas possible. Je suis d'accord que ça peut être une des raisons du succès, de pourquoi les gens se déplacent autant, en plus de l'accessibilité, bien entendu. Et tes proches, en fait, si c'est, admettons, ta ou ton plus 1 qui ne fait pas l'Aerox et toi tu le fais, en fait, cette personne peut te suivre tout le long, tu vois, elle est à 1 mètre de toi devant le rameur. Et donc, du coup, en fait, pour cette personne aussi, c'est plus agréable. Si tu vas en groupe avec une bande de potes et que vous ne faites pas tous les mêmes catégories, c'est-à-dire que vous passez à des heures différentes, donc du coup, vous vous encouragez les uns les autres. Donc ça, c'est assez sympa, je pense. Tu sais ce que je trouve sympa aussi? C'est le côté où tu peux faire un double avec quelqu'un qui est bien meilleur que toi. Parce que si tu fais une compète de CrossFit, une vraie, hein, et tu t'inscris, et tu fais ça avec un pote à toi qui est vachement plus fort, toi, tu ramasses. Et techniquement, parfois en termes de poids et de technicité, tu peux même pas, je sais pas si tu sais pas faire les muscle-up et ton pote, oui, bah, toi, tu es bloqué, en fait, tu peux même pas l'aider. Si les charges sont vraiment trop limitantes pour toi, tu peux même pas l'aider. Alors qu'ici, je trouve que vu que tu peux avancer, te répartir un peu ce que tu veux, tu bouges. Si lui, il est plus à l'aise sur le rameur que toi, il prend plus de mètres que toi. Le seul truc, c'est qu'il faut courir ensemble. Mais ça n'empêche que vous pouvez mettre en place une stratégie où on court au pace du plus lent et ensuite celui qui a récupéré, il attaque fort les ergos pour que l'autre se repose. Et du coup, ça permet d'amener quelqu'un de fort. Je sais que Willy veut faire un Aerox avec moi et je refuse, mais en gros, c'est parce qu'il y a trop de monde, il y a 6 mondes d'écart entre nous. Mais pour autant, ça serait possible en soi. Tu vois, ce serait possible, ouais. C'est le côté vraiment sympa. Tu vois, avant, tu disais que j'ai eu l'occasion de le faire avec Alan. Donc, Alan, il est champion du monde dans sa catégorie d'âge. Et Alan, il est bien meilleur que moi. Et donc, l'idée, la strat, c'était moi, je me donne à fond sur le run. Lui, il commence la station et il la termine. Comme ça, du coup, je récupère du run et je récupère le run suivant. Et il fait plus sur les stations parce qu'après, il n'est pas champion du monde pour rien, tu vois. Et donc, super, on fait un temps génial. Mais bon, in fine, ouais, je suis content, l'expérience est super, mais je ne peux pas dire que ça vient de moi, tu vois. Enfin, je n'ai pas contribué des masses. Dis-toi que Alan, on arrive au wall ball. On arrive au wall ball, il commence les wall balls, il en fait, c'était charge open, donc des wall balls à 6 kg. Oui, les crossfitters, c'est léger. Il commence, il en fait 90. Je lui dis, arrête-toi, laisse-moi les 10 derniers. La veille, par principe, la veille, je faisais en catégorie pro, donc le wall ball à 9 kg. Et pendant toute ma prépa de 2 mois, j'ai fait que du heavy wall ball ou du wall ball à 9 kg. Je prends la 6 en main, je dirais pas faire. Je dirais pas faire. La première, elle part trop haut. Je dois en faire 11. Le mec. Parce que tu n'as pas de référentiel, c'est pour ça que je venais de commencer, c'est normal. Tu es tellement dans ton truc, tu vois, et tu as tellement l'habitude de mettre du jus parce que la diff entre une wall ball de 6 je vois bien la différence. Et moi, j'y vais comme une balle. Je suis inspiré par Alan qui vient de nous en faire 90 unbroken. J'y vais, je balance. Beaucoup trop. C'est pas grave, voilà, c'est les 3 secondes de perdu.
Ouais, c'est pas grave. Pour les crossfitters, il faut toucher la cible. Le cœur de la cible, sinon c'est no rep. C'est pas lancer au-dessus d'une ligne. Donc, Oui, j'ai oui. un ami crossfitter qui n'entendait pas qu'on lui disait qu'il y avait no rep, qui en a pris 25-30. Oups. Ah. Ça fait cher. Pardon, ça fait cher. Même à 6 kilos, ça fait cher la rep quand même. Est-ce qu'on a encore un peu de temps? Parce que là, on parlait de sponsoring. On a parlé beaucoup de sponsoring d'athlètes. On parle de l'Irox. On sponsorise quand même un event qui est maintenant aussi devenu un sport. Je pense que c'est intéressant d'en parler. La raison principale pour laquelle, enfin, les raisons principales pour lesquelles on a décidé de faire le partenariat avec Irox, c'est que, en fait, on arrive directement à faire des ventes produits. Parce que maintenant, on a des produits qui sont co-brandés, à la fois des chaussures et du textile, que, en fait, tout le merchandising Irox, tous les produits Irox, en fait, c'est nous qui les produisons. Donc, finalement, en fait, ça te génère des ventes directement, que tu peux pas faire si tu n'es pas sponsor, évidemment. Même si tu as des marques un peu en France, notamment plus petites marques qui essayent un peu de s'incruster dans l'univers Aerox, c'est bon, c'est le jeu. C'est pas très fair, mais c'est le jeu. Et deux, en fait, tu peux faire ce que tu veux avec la création de contenu. Parce que on a eu l'exemple au semi-finals, les French à Lyon, où du coup, Claudia se qualifie. Puma, nous, on n'est pas sponsor. On n'a pas pu, en fait, la vidéo que nous, on a produite, que nous, on a payée, de Claudia qui fait sa victoire, on ne peut pas, en fait, l'utiliser d'un point de vue démarchage commercial parce qu'on n'est pas sponsor. Et à juste titre, on n'a pas à payer, etc., les fees. Là, en fait, avec Aerox, Je suis pas d'accord, hein, mais je suis pas d'accord dans le fait que tu devrais pas être capable de l'utiliser. C'est quelque chose sur lequel je me bats, moi, avec les autres trucs. Pour moi, à partir du moment où tu as une marque, peu importe ce qu'elle fait, à partir du moment où tu as une marque qui va donner de l'exposition à la compétition et aux athlètes, ne fait que monter l'événement lui-même. Et de toute façon, quand tu es le sponsor principal, et c'est notre cas, hein, nous on est sponsor principal des French ou des Games, notre logo il est partout. Si mon concurrent il veut l'utiliser, il va poster des photos de moi. C'est ça en fait. Hein. Il va promouvoir une compétition pour laquelle on est sponsor. Et donc, quel est l'intérêt pour moi? Il faut ouvrir, mais je suis même d'accord dans le fait que le mot CrossFit devrait être. Tu pourrais en fait acheter la licence CrossFit. N'importe quelle marque pourrait acheter la licence. Tu payes un fee à l'année et tu peux utiliser le mot CrossFit. Pour moi, ça serait ouvert. Et c'est là qu'Aerox, ils ont vachement bien compris. Les photos, tu peux faire un peu ce que tu veux. C'est hyper libre, c'est génial. Ouais, et bon, du coup, là, on peut faire effectivement ce qu'on veut de la création de contenu, et je suis d'accord avec toi, en fait, ça fait la promotion du sport. L'exemple typique, c'est les Jeux Olympiques de cette année, de 2024, où ils ont, en fait, normalement, ils s'autorisent que le sponsor titre l'équipementier titre, en l'occurrence, puisque du coup, c'est ce qui m'intéresse, de communiquer là-dessus, et après, ils ont décidé d'ouvrir à tous les grands équipementiers. Parce qu'ils se rendaient compte, en fait, que plus nous, on allait pousser en com sur les réseaux sociaux, etc., dans nos campagnes marketing, il y a nos athlètes au JO, machin. Et ils ont fait des guidelines, c'est ce qu'il faut faire, comme ça on communique tous à peu près de la même manière, et puis on met tous par JO de Paris écrit pareil, ou Paris 2024. Mais in fine, ça fait plus de gens qui ont des yeux sur leur compète. Et ça donne plus à leur compète, et aussi aux sponsors, finalement, aux sponsors titres. Bon, du coup, pour revenir à l'Aerox, effectivement, on a Puma partout, et ça, c'est génial, parce que du coup, quand on fait des créations de contenu, ça rend très bien, quoi. Et surtout que nous, on peut se démarquer parce que oui, tu as des photos automatiques sur Aerox, mais la qualité n'est pas exceptionnelle. Donc, si toi, en fait, en tant que sponsor, tu arrives et que tu fais des plus belles photos parce que tu as le droit d'avoir un pass média, parce que tu es partenaire, et du coup, tu peux avoir des photos directement ou des vidéos directement sur le floor, et ben, ça fait des différences après quand tu vas communiquer, quoi. Et tu sais ce que ça me rappelle, le deal Puma Aerox, ça me rappelle le deal Reebok CrossFit de l'époque où le seul moyen à l'époque de te démarquer et de faire comprendre à ta communauté que tu es et que tu fais cette discipline, c'était d'acheter des Reebok, parce que c'est le seul moyen d'avoir remarqué CrossFit à l'époque, c'était d'avoir du Reebok CrossFit. Et donc, tu croisais quelqu'un dans la rue avec des nanos, tu savais que tu pouvais aller lui parler et tu pouvais être copain avec lui. Et là, aujourd'hui, ce qui se passe avec Puma, c'est la même chose, c'est que tu vois et tu sais que du coup, si tu vas engager la conversation, tu vas pouvoir lui dire tout à fait lequel et il va comprendre ce que tu racontes. Ouais. Ça, je suis d'accord. Et après, en fait, je pense que Reebok, ils n'ont pas assez réussi à capitaliser là-dessus. Complètement. Il y a eu énormément de choses qui sont passées en
en Ouais. off, en plus, sur la fin du deal, les procès, tout ça, mais Et on a eu beaucoup, et je pense qu'on a beaucoup à apprendre, nous, Puma, de la manière dont Reebok en fait, a géré ça, pour justement pas reproduire les erreurs du passé, que moi je considère comme des erreurs. Après, l'histoire, ça sert à ça, hein, globalement. En fait, on essaie de mettre des choses en place parce qu'il faut aussi que les gens qui arrivent chez nous, qui se mettent à acheter du Puma parce qu'il y a marqué Aerox aussi dessus, en fait, il faut qu'ils arrivent à comprendre en fait, la technicité des produits ou la qualité des produits qu'il y a derrière pour, in fine, peut-être en acheter d'autres de Puma. Donc ça, c'est qui ne côté... sont pas liés à l'Aerox, ouais, d'autres produits dans d'autres gammes. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est côté consommateur, tu vois, essayer de développer un attachement à la marque parce que du coup, tu t'es dépassé sur un Aerox en portant du Puma, essayer de déclencher le côté émotionnel. Avant, on parlait en marketing, il y a plein de choses qui peuvent aider en fait pour déclencher l'achat. Je pense que si tu paries beaucoup sur les émotions, tu es déjà dans la bonne direction. Et donc après, tu as toutes les émotions par le sport, etc. etc. Et côté de nos clients, en fait, quand nous, on vend, tu sais, nos produits à des revendeurs, je sais pas, Intersport, Decathlon, etc., on essaye, en fait, de développer le business en même temps. Ah, tu veux la collection Aerox? Ouais, on sait que Aerox, c'est tendance en ce moment. Tu veux la collection Aerox dans ton mag parce que tu sais que ça va partir. OK. Mais alors, d'abord, tu nous achètes notre gamme running ou training principale. Tu fais suffisamment de volume et on top, tu peux avoir le truc Aerox. Donc, si tu veux le truc Aerox, tu À commandes. toi de faire le taf pour faire assez de CA C'est ça. avec Puma pour que dégrocher le Graal qui va t'en rentrer encore plus. Donc à toi de le mettre en avant, à toi de changer ta disposition, Ouais. ce qu'on appelle le merch, dans ton magasin pour mettre nos produits en avant plutôt que ceux du concurrent. Ouais. Et parce que, in fine, ce qu'ils veulent, c'est de l'Aerox. Et si tu veux, nous, en tant que sponsor, on a ce levier dans la négo de dire ouais, on est prêt à te le donner. Mais du coup, voilà. Nous, on a la capacité de faire des pré-enregistrements d'Aerox, donc veille de course, pré-enregistré dans un lieu tiers pour gagner du temps le jour J. On a le pouvoir de faire ça parce qu'on est partenaire. On peut le faire dans ton magasin Intersport, Decathlon, ce que tu veux. Mais du coup, on veut bien le faire chez toi, c'est un investissement pour nous. Pourquoi est-ce qu'on le ferait chez Intersport VS notre autre pote Decathlon? Pourquoi on le ferait chez Decathlon et pas chez Intersport? Ben, du coup, en fait, derrière, il faudrait peut-être que tu nous achètes un peu plus et qu'on définit des seuils ensemble. Et donc, du coup, vas-y, viens, on le fait chez toi. Et donc, ça nous apporte aussi en fait des leviers en termes de business et quelque chose de plus pérenne. Si un jour, et je ne le souhaite pas, hein, que le deal entre Puma et Aerox s'arrête. Parce qu'on aura quand même capitalisé en fait, d'un point de vue CA, on aura habitué les consos à consommer notre marque, à acheter notre marque, on a la présence en linéaire, etc., qui ne va pas disparaître en fait, du jour au lendemain. Et peut-être que ça va suffire à pérenniser. Ah, c'est très, très intéressant d'un point de vue pur business et ce que la plupart des gens ne voient que, et moi-même d'ailleurs, je voyais que le deal en lui-même. Est-ce que ça pouvait générer en image de marque, ensuite répercussion sur les autres produits de la marque, même plus dans la gamme. Mais en fait, il y a des choses qui se passent derrière, quoi, qu'on ne voit pas, et qui impliquent sur les choses, qui vont faire grossir Puma, qui vont mettre Puma en avant sur toutes les gammes, tous les types de produits. Et c'est hyper... Et après, tu peux même en fait imaginer aller plus loin. Tu sais, quand tu cherches vraiment des images de marque, c'est bien aussi de s'associer à des marques en fait qui sont pas concurrents, mais qui sont déjà dans le domaine que tu veux, où tu veux aller. Par exemple, en CrossFit, moi, ça me dérange pas de faire en même temps la promo pour je sais pas, une marque de manique, une marque de ceinture, etc. Parce que c'est pas, mais qui est déjà spécifique CrossFit. Parce que du coup, c'est pas concurrent et comme ça te légitime aussi dans l'univers là, tu vois. Et donc, pour prendre l'exemple du pré-enregistrement qu'on a fait chez Intersport à Toulouse pour Aerox, l'Intersport là, il fait le jour J le record d'Europe de vente en nutrition dans un magasin Intersport. Et ben du coup, en fait, quand moi j'entends ça, là, je suis en train d'appeler tous mes potes spécial nutrition qui font des gels. Donc, on va voir MyProtein en premier parce que MyProtein est sponsor d'Aerox, mais leur dire écoutez, prochain pré-enregistrement qu'on fait, venez, on fait une OP ensemble. Et si du coup ils vont faire énormément de ventes, go quoi. Et donc, du coup, après, MyProtein, le référencer chez Intersport, ça va être compliqué, mais on peut imaginer plein de trucs, tu vois, ou si on le fait dans un magasin Puma, on a plus l'ownership de se dire, vas-y, on team up avec MyProtein parce qu'on sait que les gens qui font leur pré-enregistrement, ils vont peut-être un peu s'acheter d'équipement en même temps parce que
Voilà, ils ont vu un t-shirt Aerox qui trouvait trop bien, donc du coup, ils se l'achètent pour la prochaine. Mais ils ont aussi une course demain, et bah attends, putain, je vais m'acheter un gel parce que je sais que le gel fait une diff, etc. Et tu peux imaginer plein de trucs comme ça. Tu peux faire un partenariat avec GoWood pour, tu sais, la prépa, parce que du coup, en même temps, tu es au même endroit. Tu peux aller voir TerraBody en disant qu'il te faut de la récup. Ben, du coup, post-récup, c'est peut-être le moment de leur pousser un petit discount, etc. Et en fait, tu peux faire des actions comme ça, ensemble. Ouais, tu sais, nous, alors on l'a pas encore trop fait. Alors cette année, on va le faire au French, spoiler. On va le faire dans notre salle à Montpellier. Mais Ouais. ce qu'on a mis en avant au game, c'est ce qui se faisait pas dans ce milieu-là. Il y a une activation qui s'appelle Big Dane. Pourquoi Big Dane? Parce que c'est la CrossFit Big Dane à Madison. Et en fait, on a pris le leadership de la plus grande salle de Madison. Et tous les ans, Ouais. on faisait la même chose. C'était free drop-in on GoWood. Et en gros, c'était tu pouvais venir t'entraîner gratos. Tu n'avais rien à faire, il fallait t'inscrire en ligne et tu bookais ta place. Et on avait toutes les marques. Moi, j'ai pas de concurrent, j'en ai un seul. Donc lui, c'est sûr que je ne vais pas l'inviter. Mais tous les autres marques, que ce soit des équipementiers, des programmations, du coaching, de la nutrition, des grippes, tout ce que tu voulais, ils avaient le droit de venir, de prendre une classe d'assaut et de coacher pendant 1 heure. La seule condition, votre cours, il commence avec un GoWood, il finit avec un GoWood. Peu importe ce que vous faites. Voilà. Et donc pendant une semaine, on s'est servi de la présence sur les réseaux sociaux et de leur database, chacun respectif, pour dire venez vous entraîner chez GoWood avec nous. C'était HDWPO, c'était peu importe qui, mais du coup c'était toujours chez GoWood et ça ramenait tout le monde. Et en fait, tout le monde me dit mais c'est bizarre que tu nous fais pas payer, on payait rien à personne. Nous on prenait tout à notre charge. Ouais, mais en fait vous m'avez donné tellement de visibilité. Vous avez ramené des gens qui ne seraient pas venus si j'avais pas fait un partenariat avec Fraser ou avec quelqu'un d'autre. On avait Adidas, on avait TIR, on avait tous ces gens-là qui venaient avec nous. Voilà, mais en plus, nous, on est la Suisse, on est neutre, on est gentil avec tout le monde. Donc, non, mais en fait, tu peux facilement faire des partenariats et tu sais, tu le vois de plus en plus en fait dans mon monde de plutôt équipementier et fashion, de faire des collabs avec d'autres marques. Parfois, n'ont pas tout à fait même et qui en théorie peuvent être concurrents, mais qui n'ont pas tout à fait la même audience. Et donc, du coup, pour que tous les deux élargissent leur audience, il faut le faire. Et tu le vois avec les youtubeurs, un qui va être spécialiste en, je sais pas, en run et puis l'autre en muscu, et ben peut-être qu'ils vont se faire. On a vu Théo Le Guerrier avec Vico il n'y a pas longtemps. ouais. Ils font chacun une vidéo à mode CrossFit, à mode bodybuilding. Et en fait, finalement, oui, tu pourrais être concurrent sur les réseaux parce que tu parles potentiellement à des cibles proches, mais ça te permet aussi d'élargir ta base, en fait, finalement. Bien sûr. Bien sûr. De toute façon, la collaboration et l'entraide entre marques, c'est ce qui fait grossir tout le monde. Hein. Si on se partage les bonnes infos. C'est toujours cool. Ouais. On a sorti il n'y a pas longtemps une collab avec 24/7. Ouais. La marche tonnerre, quoi. C'est génial. En théorie, ils sont concurrents, ils font des habits de sport, on fait des habits de sport. Donc. Ouais. Et en fait, oui. Mais oui, pour autant, vous êtes quand même très loin. Oui, bien sûr. Nous aussi, on fait des collabs avec Hyperice et ils ont dans leur appli, ils font de la mobi, nous on fait de la mobi. Mais en fait, eux, ils font des produits et nous on fait de la mobi, on est quand même assez séparés. Mais en fait, on peut s'aider l'un et l'autre. Nous, on donne les protocoles pour utiliser leurs produits. Eux, ils vendent du produit. Bon, ça se goupille super bien en fait. Ouais, complètement. Clément, j'ai envie de te poser une question. Vas-y. Je te l'ai posée déjà en off parce que je voulais que tu y réfléchisses, parce que quand tu la poses à quelqu'un, il faut un peu de temps. C'est une question que je vais poser à tout le monde à chaque fois que j'aurai un invité. Sachez-le si jamais vous venez dans ce podcast. Si tu avais l'opportunité de dîner avec 3 personnes, qu'elles soient encore de ce monde ou non, connues ou non, qui seraient ces personnes et pourquoi? Ok, alors j'y ai réfléchi et première idée qui m'est venue, c'est beaucoup d'athlètes. Et finalement, j'ai peut-être envie de sortir un peu de ça et de peut-être d'élever un peu, ou de changer un peu les conversations, tu sais. Et donc, en fait, j'écoute beaucoup de podcasts. Notamment, j'écoute les 2 premiers de ma liste, Tim Ferriss et Andrew Huberman. Ouais. Je t'écoute Podcast. respectifs, ouais, ils sont super tous les deux. Tim, j'ai lu tous ses livres et je le suis depuis très longtemps. Donc, je choisirais ces deux-là. Et après, en fait, en troisième guest, un mec que je trouve intéressant et qui aurait vocation à faire plus de podcasts, mais il est par-ci par-là. Il s'appelle Kevin Rose. C'est un grand pote de Tim Ferriss. C'est lui qui avait lancé à l'époque Dig. Maintenant, il fait beaucoup d'investissements dans des startups, etc. Il a bossé pour Google Ventures, ou il bosse encore pour Google Ventures.
bon, grand pote de team. Ils sont tous les 3 potes. Donc, en fait, je pense déjà que c'est une condition de ne pas prendre des gens qui sont des inconnus pour les autres, tu vois. Et en fait, je serais super content d'être juste tu sais, juste en fait assister à leur conversation, de voir de quoi ils parlent, etc. Et puis juste de les écouter, de leur poser des questions et bien, en fait d'apprendre beaucoup d'eux, parce que je les trouve très successful dans leur domaine respectif, enfin, avec beaucoup de succès dans leur domaine respectif. Et voilà, c'est les 3 personnes que je citerai. Super, très bon choix. Très bon choix. Donc Après, 3 personnes qui sont encore de ce monde. ouais, je pense. Et toi, tu avais déjà réfléchi à ça? Je pense que je peux te la rendre la parole. Il y a Oui, j'ai déjà la réponse parce qu'on m'a déjà posé la question. Ok. Je pense pas, alors je vais pas repréparer du coup, mais je pense pas qu'elle ait changé. Ok. Je pense qu'en premier, je choisirais Steve Jobs parce que Ouais. j'ai une. Enfin, je pense qu'il a révolutionné le monde dans lequel on vit, que Ouais. le visionnaire qu'il a été Ouais. influe encore le monde d'aujourd'hui. Je sais que Apple développe encore des idées de Steve Jobs. Il est mort en 2011, Steve Jobs. Donc ça fait un sacré bout de temps et pour autant, ces idées perdurent encore. Elles sont toujours pas développées. Ouais. Je pense que je choisirais Barack Obama parce que c'est quelqu'un qui est, je trouve, extrêmement inspirant et que j'aimerais lui poser des questions dont lui seul a les réponses sur comment fonctionne actuellement le monde et qu'est-ce qu'on ne connaît pas et qu'est-ce qui se passe derrière le décor en fait en tant que président des États-Unis. Et la troisième, ce serait un athlète et ce serait Tiger Woods parce que je me suis mis au golf trop tard et j'ai raté l'ère Tiger Woods. Et j'ai beau avoir vu des documentaires et vu à peu près tout ce qu'il a pu faire, je regrette d'avoir manqué ça. Et donc, j'aurais beaucoup de choses à lui demander. Voilà. Je ne sais pas si le combo des 3 ferait quelque chose de sympa dans le dîner, mais ce seraient mes 3 personnes. Écoute, why not? Après, tu peux passer de l'un à l'autre. Au début, quand j'étais chez Puma, j'étais aussi brand manager de golf. Mais je fais pas de golf, je n'avais pas de valeur ajoutée. Et depuis, j'ai réussi à refiler le bébé à quelqu'un. Voilà. Bah non. Ouais. Juste sur Steve Jobs, il y a un truc que je trouve fascinant. C'est que partout, tu entends que c'était un mec très difficile, que c'était un tyran, que c'était hyper dur de bosser avec lui. Néanmoins, sa core team, vraiment les gens proches de lui, avec Jonathan Ive qui faisait le design, etc. T'as un moment où Apple a décollé, ils sont tous devenus millionnaires. Et Steve Jobs était encore là, les mecs sont devenus millionnaires, et ils étaient encore là. Donc après, d'un autre côté, tu as l'histoire que c'est un tyran, etc. Mais alors pourquoi les mecs ils sont restés? Parce que tu peux, enfin, avant tu pouvais dire, bah, question d'argent, tu vas pas partir comme ça de ton job, etc. Bah non, en fait, moi je pense qu'à sa manière, il tirait les gens vers le haut et que du coup, en fait, si tu leur demandes, ils vont peut-être te dire qu'on arrivait à faire des trucs qu'on pensait pas pouvoir faire et que ouais, c'était intense, c'était dur, mais finalement, c'était très J'ai enrichissant. l'impression que c'est le cas de pas mal de personnes comme ça. Il faut savoir, je pense que ces gens-là, il n'y en a pas eu je veux dire, des masses, mais les Gates, les Jobs, dans un autre registre, les Musk, il a ses défauts, mais Ouais, pourquoi pas. C'est des gens qui révolutionnent le monde et sont obligés d'avoir quelque chose qui est différent de nous. ouais, Je pense qu'ils sont obligés de peut-être d'avoir des interactions parfois sociales délicates, peut-être qu'ils comprennent le monde plus vite que nous et ils ont une frustration à être entourés de gens comme nous qui ne comprennent pas leur vision du monde avec autant de facilité. Et puis, c'est des gens qui sont pas arrivés là pour rien et qui sont des perfectionnistes dans l'âme, des gens qui cherchent la perfection absolue dans tout ce qu'ils font et qui exigent du coup la perfection de tout le monde autour d'eux, ce qui peut en faire des personnages parfois très difficiles de travailler avec. Il y a un passage dans le livre de Musk, je ne suis pas un grand fan de Musk, mais dans le livre de Musk que j'ai lu où il dit il se prend la tête avec un développeur, il est super tard le soir, il lui pourrit la tête, il lui dit qu'il faut qu'il arrive à résoudre ça pour demain et que sinon il est viré, etc. Et le mec lui dit bah, tu sais quoi, casse-toi, je m'en vais et tout, je fais pas ça. Et il se prend la tête et il se barre. Et Musk, il reste toute la nuit sur son PC, alors que Musk n'est pas développeur. Et il code, il apprend, il se démerde, machin truc. Le lendemain, il vient, hop, c'est réglé. Et le mec, en fait, il apprend que en fait, Musk est resté, alors que c'est pas son métier, l'autre il est censé être spécialiste de ça. L'autre, dans la nuit, il a surpassé, il a tout codé, il a passé la nuit ici alors que c'est le patron. Et en fait, il dit bah, du coup, qu'est-ce que tu veux dire à ça?
Donc, je pense que c'est des leaders aussi par l'exemple dans ce domaine-là, même si peut-être que travailler avec eux, c'est délicat. Et après, bien évidemment, ils sont sûrement très, très, très inspirants de travailler avec. Et tu peux peut-être dire qu'il y a des pour et des contre. Et peut-être que les pour sont, d'un point de vue financier parfois, mais aussi d'être amené vers le haut par quelqu'un comme ça. Ça vaut largement parfois de se faire crier un peu sur la tête. Complètement. Ouais. Merci Clément, c'était super sympa de t'avoir. Je coupe à 1h30 ce podcast parce que sinon je sais qu'en fait on s'arrête pas et demain matin on est encore là tous les deux. Avec grand plaisir, on s'en refera un autre. Oui. Merci d'être venu, merci à toi. Pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur Clément, rendez-vous sur sa page LinkedIn ou suivez-le sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, il est plutôt très actif. Et puis n'hésitez pas, on sera au French Throwdown. Tu seras à l'Aerox du Grand Palais. Ouais, peut-être les French, je ne sais pas encore. Bon, il sera sûrement au French puisqu'il veut venir voir la salle Gobod. Donc, il sera sûrement là. Oui. Alan m'en a vanté beaucoup de bien. Beaucoup. Non, mais... et puis sinon, à l'Aerox du Grand Palais. Vous pouvez aller le voir si vous le connaissez. Passez-lui le bonjour. Merci à tous et à très bientôt. À bientôt.